Le 27 janvier 1943, le sous-officier Mikhail Stepanovitch Gromov se tenait devant un entrepôt ouvert et comptait les sacs de farine. 14 sacs, 7 caisses de ragoût en conserve, 3 tonnelets de poissons salés, 12 kg de biscottes. C'était toute la réserve de vivres pour 412 hommes du bataillon de fusiliers coincés dans la toundra polaire à 180 km du dépôt de ravitaillement le plus proche. Selon les normes de l'armée, cela suffirait pour 6 jours, peut-être 7, si on réduisait les portions au minimum. Mais le prochain convoi de ravitaillement ne viendrait que dans 1 mois, 32 jours. Gromov connaissait les mathématiques de la faim. Il voyait ce qui arrivait aux gens quand ils commençaient à sous-alimenter dans les conditions du froid arctique. D'abord le corps s'affaiblissait, puis la raison s'embrumait, ensuite les gens mouraient, se couchaient simplement dans la neige et ne se relevaient plus. Le commandant du bataillon, le major Bespalov, lui dit le matin « Gromov, nous avons un problème, un gros problème. Vous comprenez ce qui arrivera si nous restons sans vivre ?» Gromov comprenait. Il comprenait mieux que quiconque dans le bataillon, car avant la guerre, il avait travaillé 12 ans comme cuisinier dans une cantine ouvrière dans l'Oural, où il nourrissait 3000 personnes par jour avec des réserves qui manquaient toujours. Il avait appris à étirer les vivres, appris à trouver la valeur nutritive là où d'autres ne voyaient que des déchets, appris à transformer presque rien en quelque chose de comestible. Mais c'était en temps de paix, quand on pouvait acheter des pommes de terre au marché, ou s'arranger avec le kolkhoz voisin pour des livraisons de légumes. Ici, dans la toundra, où la température descendait à moins 42 degrés, où le village le plus proche se trouvait à 200 km, où même la mousse ne poussait pas sur la terre gelée, ici, il n'y avait pas de plan de secours. Gromov regarda à nouveau les maigres réserves. 14 sacs de farine, 412 bouches affamées, 32 jours jusqu'au prochain convoi. À ce moment, debout dans l'entrepôt glacé, respirant l'air glacial qui brûlait les poumons, Mikhail Stepanovitch Gromov comprit qu'il devait inventer un moyen de nourrir 400 hommes avec ce qui suffirait pour 6 jours, où d'ici fin février, la moitié du bataillon serait morte. Ce qu'il imagina dans les 8 heures suivantes changea non seulement le destin de son bataillon. Cela changea le mode de ravitaillement de toutes les unités soviétiques opérant en Arctique. Sa méthode sauva des milliers de vies. On la consigna dans les règlements de campagne. On l'enseigna dans les cours de cuisiniers militaires, jusqu'à la fin de la guerre et après. Mais ce matin glacial de janvier 1943, personne ne savait que ce simple cuisinier de la région de Sverdlovsk trouverait une solution que ne connaissaient ni les professeurs des académies militaires, ni les intendants expérimentés avec 20 ans d'ancienneté. Mikhail Stepanovitch Gromov avait 41 ans. Il était né dans le petit village de Malié-Kliouchi, dans la région de Sverdlovsk, dans une famille de forgerons. À 14 ans, il travaillait comme cuisinier, d'abord à l'école du village, puis à la scierie, et depuis 1929, à la cantine ouvrière de l'usine mécanique Vorovsky à Sverdlovsk. C'était une immense cantine, 750 places, 3 services par jour, plus de 3000 ouvriers y passaient à Dilen quotidiennement. Gromov commença comme simple cuisinier. 3 ans plus tard, il devint chef cuisinier et encore 4 ans plus tard, directeur de toute la cantine. Il nourrissait les gens qui construisaient des chars, des machines, des moteurs. Il savait ce que signifiait nourrir des gens qui travaillent, leur donner assez de calories, assez de protéines, assez de graisse pour qu'ils puissent rester debout, à leur poste 12 heures, d'affilée. En 1933, pendant la famine, quand les normes de distribution des vivres furent réduites au minimum, Gromov inventa sa première méthode d'extension des réserves. Il commença à ajouter dans les soupes de la farine d'os qu'on jetait auparavant. Il faisait bouillir le bouillon d'os 3 fois, ajoutant chaque fois de l'eau nouvelle et extrayant les dernières substances nutritives. Il utilisait le son qui allait auparavant au bétail, en l'ajoutant au pain. Sa cantine ne ferma pas un seul jour, quand d'autres entreprises s'arrêtaient à cause de la faim des ouvriers. Pour cela, il fut récompensé par un diplôme d'honneur du comité régional du parti. Gromov était un homme de petite taille, 1m68 cm, solidement bâti, avec les larges épaules d'un forgeron et les mains fortes d'un cuisinier. Il avait un visage rond avec de profondes rides autour des yeux, des cheveux grisonnants et d'épais sourcils sombres. Il ne souriait presque jamais, mais ne fronçait pas non plus les sourcils.
Son visage gardait toujours la même expression de concentration calme. Il pouvait rester debout devant les fourneaux 16 heures d'affilée sans perdre sa concentration. La femme de Gromov, Anna Ivanovna, travaillait comme institutrice à l'école numéro 18. Ils avaient 3 enfants, les filles Maria, 22 ans, et Ekaterina, 19 ans, et le fils Piotr, 16 ans. Quand la guerre commença, Gromov avait 39 ans, trop pour être appelé dans les premiers mois. Mais en octobre 1941, quand les Allemands approchèrent de Moscou et que le pays mobilisa tous ceux qui pouvaient tenir un fusil, Gromov fut appelé. On ne l'envoya pas dans l'infanterie. Le commissaire militaire regarda son livret de travail, vit 12 ans de travail comme directeur de cantine et dit « Vous allez nourrir nos soldats, Gromov. Ce n'est pas moins important que de tirer. » Gromov suivit des cours accélérés de cuisinier militaire, 3 semaines dans un centre de formation près de Sverdlovsk. On lui montra comment cuisiner avec les rations militaires, comment organiser une cuisine de campagne, comment calculer les normes de distribution. Il connaissait déjà la plupart de cela. Les normes militaires étaient plus généreuses que ceux avec quoi il travaillait en 1933. En décembre 1941, le sous-officier Gromov fut envoyé sur le front de Carélie. D'abord, il servit dans un régiment de réserve près de Mourmansk, nourrissant les recrues qui suivaient la formation. Au printemps 1942, on le transféra dans un bataillon de fusiliers actifs, défendant une section du front à 60 km au sud de Mourmansk. Gromov passa 8 mois en position, organisant l'alimentation pour des bataillons de 400 à 450 hommes. Il aménagea une cuisine-abri à 300 mètres derrière la ligne de front. Chaque jour, il préparait des repas chauds 3 fois, le matin, à midi et le soir. Sa cuisine ne manqua jamais une distribution. Même quand les Allemands bombardaient les positions au mortier, même quand un éclat brisa l'une des marmites, même quand Gromov lui-même reçut une légère blessure à l'épaule d'un éclat et continua à travailler avec le bras bandé. Les soldats aimaient Gromov. Il n'était pas bavard, mais il ne trichait jamais sur les portions. À chacun, il donnait exactement autant que prévu par la norme, ne faisait jamais de faveur aux officiers, ne gardait jamais les meilleurs morceaux pour lui. S'il y avait du ragoût, il le répartissait uniformément entre toutes les marmites pour que dans chaque portion il y ait la même quantité de viande. Si des légumes frais arrivaient, il ne les cachait pas pour les commandants, coupait tout dans la marmite commune. Les soldats disaient « Chez Gromov, la louche est honnête ». C'était le plus grand éloge pour un cuisinier militaire. En décembre 1942, le bataillon fut transféré plus à l'est, dans la toundra. La tâche était de couvrir la voie ferrée par laquelle passaient les marchandises de Mourmansk vers l'intérieur du pays. Les Allemands tentaient de percer vers cette route pour couper le ravitaillement. Les troupes soviétiques tenaient la défense sur un front étiré où la distance entre les points d'appui atteignait 15 à 20 km. Le bataillon occupa des positions dans un lieu qui sur les cartes s'appelait hauteur 117. En réalité, il n'y avait aucune hauteur là. Juste une petite élévation dans la toundra absolument plate, balayée par tous les vents. Le lieu habité le plus proche, le village de Louki, se trouvait à 180 km au sud. Le ravitaillement venait une fois par mois en camion par la route d'hiver, route qu'on traçait directement sur la neige et la glace des lacs gelés. Gromov installa sa cuisine dans un grand abri que les sapeurs avaient construit. L'abri était creusé dans la terre gelée de 2 mètres, couvert de rondins et recouvert de terre. À l'intérieur se trouvaient 2 grands fourneaux qui chauffaient au bois. Le bois était livré avec les vivres. Dans la toundra, il n'y avait pas d'arbres, seulement des arbustes bas qui ne convenaient pas comme combustible. Le premier mois, tout alla normalement. Le convoi arriva à temps le 27 décembre. Apporta des vivres pour 1 mois. Gromov rangea soigneusement tout dans l'abri entrepôt près de la cuisine. La farine, les céréales et le sucre dans des sacs sur des palettes en bois pour éviter l'humidité du sol, le ragoût et les conserves dans des caisses empilées, les biscottes dans des sacs séparés, les légumes séchés dans des sacs, le sel dans des tonnelets, l'huile végétale dans des bouteilles. Il tenait un registre strict. Chaque matin, il notait dans un cahier combien avait été consommé dans la journée. Chaque semaine vérifiait avec les normes de consommation. Tout concordait exactement. Le 27 janvier devait venir le convoi suivant. Gromov l'attendit dès le matin, mais le convoi ne vint pas.
Le soir arriva un agent de liaison à ski du quartier général du régiment. Il apporta un radiogramme. Le convoi est retardé. Les camions sont bloqués dans la neige à 80 km de votre position. Une tempête fait rage. La route est ensevelie. Nous essayons de dégager. Attendez des instructions supplémentaires. Le lendemain vint un deuxième radiogramme. 3 camions sont passés à travers la glace sur le lac Couteau Zéro. Une partie de la cargaison est perdue. Les autres camions retournent à la base chercher une nouvelle cargaison. Prochain convoi dans 1 mois. 1 mois. 30 jours. Gromov sortit à l'entrepôt et recompta les réserves. Ce qu'il vit fit se serrer son cœur. 14 sacs de farine. Chaque sac 50 kg. 700 kg de farine pour 412 hommes pour 30 jours. Gromov calcula rapidement de tête. 57 grammes de farine par homme par jour. C'est moins qu'il n'en faut pour cuire un petit morceau de pain. 7 caisses de ragoût de viande. Dans chaque caisse, 24 boîtes de 400 grammes. 67 200 grammes de viande pour tout le bataillon. 16 grammes par homme par jour, une cuillère à soupe. 3 tonnelets de poisson salé. Dans chaque tonnelet environ 15 kg. 45 kg de poisson, 3,5 g par homme par jour. 12 kg de biscottes, 29 g par personne, suffisant pour un jour si on distribue tout d'un coup. 2 tonneaux de millet, 40 kg, 3 g par homme par jour. 1,5 kg de sucre, 1 g par jour par homme. Huile végétale, 3 litres, 2 ml par homme par jour. Sel 20 kg. C'était la seule chose dont il y avait assez. Thé 200 g de feuilles, 7 g pour le bataillon par jour. Suffisant pour faire une théière pour tous. Gromov était assis dans son abri et regardait les chiffres notés dans le cahier. Selon les normes militaires, chaque combattant en première ligne devait recevoir 800 g de pain par jour, 100 g de viande, 100 g de poisson, 180 g de céréales, 35 g d'huile, 35 g de sucre. L'apport calorique total de la ration devait être de 1200 à 3400 calories par jour, ce qu'il avait donné au maximum 350 calories par jour par personne. C'était un dixième de ce qu'il fallait. Gromov savait bien ce qui arrivait au corps humain lors d'un jeûne prolongé dans le froid. Il l'avait vu en 1933. Il l'avait vu l'hiver 1940 et 1942 dans Leningrad assiégé, quand des renforts de Léningradaires évacués arrivèrent à leur régiment. La première semaine de faim passait relativement tolérablement. L'organisme commençait à utiliser les réserves internes de graisse et de glycogène. La personne ressentait une faim constante, de la faiblesse, des vertiges, mais pouvait encore remplir ses obligations. La deuxième semaine était pire. Les réserves de graisse s'épuisaient, l'organisme commençait à décomposer les protéines musculaires pour obtenir de l'énergie. Apparaissait une grande faiblesse. Les mouvements devenaient ralentis, la température corporelle baissait. Dans les conditions de gel, c'était critique. La personne cessait de produire assez de chaleur pour se réchauffer même en vêtements chauds. À la troisième semaine, commençait la dystrophie. Les muscles s'atrophiaient, la peau devenait grise, se tendait sur les os, les yeux se creusaient. Les gens cessaient de parler car ils n'avaient plus la force de parler. Ils restaient couchés, fixaient un point, ne pensaient qu'à la nourriture. La quatrième semaine était la dernière pour beaucoup. Les organes internes lâchaient, le cœur s'arrêtait. La personne s'endormait simplement et ne se réveillait pas. Mais c'était la statistique de la faim en temps de paix, quand les gens restaient couchés dans des locaux chauds et ne bougeaient pas. Ici, dans la toundra, où la température se maintenait à moins 35-40 degrés, où les soldats devaient assurer le service de garde, creuser des tranchées, transporter des munitions, construire des fortifications, ici le compte ne se faisait pas en semaines. Gromov comprenait qu'avec de telles rations, d'ici la fin de la deuxième semaine commenceraient les premiers décès par épuisement. Il prit le cahier et recompta encore, essayant de trouver une erreur dans ses calculs. Peut-être avait-il oublié quelque chose, peut-être y avait-il encore des réserves cachées quelque part. Il sortit de son abri et fit le tour de toutes les constructions économiques du bataillon. Vérifia l'abri sanitaire. On n'y gardait que des médicaments et des bandages. Jeta un œil à l'armurerie, fusils, cartouches, grenades, mais aucune nourriture. Fouilla l'abri du commandement, quelques boîtes de conserve pour les officiers, peut-être 3 kg, pas plus. Rien. Gromov retourna à la cuisine. Il devait nourrir le bataillon pour le dîner. Il alluma le feu dans le fourneau, posa 2 grandes marmites, versa de l'eau,
prit un sac de farine, en versa 2 kg, pétrit une pâte liquide, ajouta un peu de sel, fit bouillir l'eau et commença à cuire une bouillie liquide de farine. Quand la bouillie fut cuite, il la versa dans des gamelles. 412 portions. Dans chaque gamelle, il y avait environ 1/4 de litre de liquide avec des grumeaux de farine trempés flottants. Et cela ressemblait à une gelée très liquide. Les soldats se mirent en file pour le dîner. Le premier s'approcha, le sergent-chef Vassili Kouznetsov, commandant de la première section du 2e peloton. Gromov le connaissait bien. Kouznetsov servait dans le bataillon depuis les premiers jours, avait participé à 6 combats, fut blessé par un éclat à la jambe en octobre, mais revint au rang 2 semaines plus tard. Kouznetsov regarda la gamelle avec la bouillie liquide, puis Gromov. « C'est tout, sous-officier ? » ?»« C'est tout, Vassili. Et il n'y aura pas de pain ? » ?»« Non. Et de la viande. »« Demain, mentit Gromov, demain il y aura de la viande. » Kouznetsov hocha la tête et s'éloigna avec sa gamelle. Derrière lui s'étirèrent les autres soldats. Gromov versait la bouillie, s'efforçant que dans chaque gamelle, il y en ait exactement autant que dans la précédente. Il ne regardait pas les soldats dans les yeux. Il avait honte. Quand le dernier soldat reçut sa portion, Gromov s'assit sur une souche à l'entrée de la cuisine et alluma une cigarette roulée. Il n'avait pas d'appétit. Il s'était gardé une gamelle de bouillie mais ne mangea pas. De l'abri du commandement sortit le major Bespalov. C'était un homme maigre, grand, d'une 50aine d'années avec un visage anguleux et des yeux gris perçants. Avant la guerre, Bespalov était professeur d'histoire à Leningrad, au front depuis les premiers jours. Commandait le bataillon depuis 4 mois. « Gromov, dit le major en s'approchant de la cuisine, il faut vous parler. » Ils entrèrent dans la bave, dans l'abri. Bespalov ferma la porte. « J'ai reçu un radiogramme du régiment, dit-il. Le prochain convoi, pas avant 1 mois, peut-être 5 semaines si le temps ne s'améliore pas. Je sais, camarade major, combien nous avons de vivres. » Gromov sortit le cahier et montra les calculs. Bespalov lut en silence. Son visage se durcit. « Donc cela suffit pour 6 jours, dit-il finalement, selon les normes pour 6 jours. Et si on réduit les portions ? Si on réduit au minimum sur lequel on peut vivre sans perdre la capacité de bouger et de travailler, pour 10, peut-être 12 jours, camarade major. 12 jours sur 30. Bespalov se frotta le visage des mains. « Seigneur !» Il resta longtemps silencieux, regardant les chiffres dans le cahier. « Je peux demander l'évacuation du bataillon, dit-il finalement. Mais on ne nous retirera pas. Nous couvrons la voie ferrée. Si nous partons, les Allemands perceront. Et si les Allemands percent vers la route, le ravitaillement de tout le front de Carélie s'arrêtera. »« Je comprends, camarade major. Le régiment ne peut pas aider. Eux-mêmes, on les réserve au minimum. Ils se partagent le dernier pour au moins nourrir tant bien que mal les unités de première ligne. Je comprends. Les avions ne peuvent pas nous larguer de cargaison. Le temps n'est pas praticable. La tempête ne se calme pas depuis 3 jours. Même si le temps s'améliore, il n'y a pas d'avion. Tous sont partis couvrir l'offensive sous Voronezh. » Bespalov se tut à nouveau, puis regarda Gromov droit dans les yeux. « Je ne veux pas que mes hommes meurent de faim, sous-officier. Nous avons perdu 38 hommes tués depuis le début de l'hiver, encore 56 blessés. Je connais chacun par son nom. J'ai écrit des lettres à leurs familles, mais ils sont morts au combat. Ils sont morts en soldats. Et mourir de faim, dans la toundra, quand on n'a même pas vu l'ennemi, ce n'est pas la mort d'un soldat, c'est simplement la mort. » Gromov se taisait. « Pouvez-vous faire quelque chose ?» demanda Bespalov. « Vous êtes cuisinier. Vous avez nourri des gens toute votre vie. Pouvez-vous inventer quelque chose ?»« Je ne sais pas, camarade major, » répondit honnêtement Gromov. « Je n'ai jamais été confronté à une telle situation. Habituellement, on peut trouver des produits quelque part, on peut échanger, acheter, demander, mais ici il n'y a rien. » termina Bespalov. « Il n'y a que la toundra, la glace et le vent. » Il se leva. « Réfléchissez, Gromov, vous avez jusqu'au matin. J'expliquerai la situation aux combattants demain. Cacher est inutile. Ils voient déjà que les portions ont diminué. Mieux vaut dire la vérité. Mais si vous inventez ne serait-ce qu'un moyen d'étirer nos réserves au moins encore quelques jours, cela nous donnera du temps. Peut-être que le temps s'améliorera, peut-être que le convoi passera plus tôt. Je réfléchirai, camarade major. »
Bespalov sortit. Gromov resta seul dans son abri. Il resta assis longtemps à regarder les braises dans le poêle. Il pensait aux 412 soldats qu'il devait nourrir. Il pensait aux 14 sacs de farine, aux 7 caisses de conserve et aux 3 barriques de poissons. Il pensait aux 3 jours qu'il fallait vivre. Vers minuit, l'instructeur sanitaire du bataillon, le caporal Dmitri Sergeyevitch Orlov, vint le voir. Orlov était un jeune homme de 23 ans. Avant la guerre, il étudiait en 4e année de l'Institut médical à Moscou, appelé en juillet 1941, et avait suivi de brefs cours de médecin militaire depuis août au front. « Starshine, dit Orlov, je voulais vous consulter. »« Je t'écoute, Dimitri. J'ai parlé aujourd'hui avec le commandant. Il a expliqué la situation alimentaire. Je suis médecin. Je sais ce qui va se passer avec les gens lors d'une famine prolongée dans des conditions de froid. Je sais aussi. Alors vous comprenez que la plupart d'entre eux ne vivront pas jusqu'à la fin février ? Je comprends. » Orlov s'assit sur le banc en face de Gromov. « Il existe des recommandations médicales pour les cas de famine forcée, dit-il. J'ai appris cela à l'Institut. Quand les produits sont peu nombreux, il faut les distribuer de manière inégale, mais selon les priorités. En premier lieu, nourrir ceux qui remplissent les fonctions les plus importantes, les commandants, les transmetteurs, les mitrailleurs, les observateurs, ceux dont dépend la capacité de combat de l'unité. Et les autres ? Les autres nourrir moins, très peu, au bord de la survie. C'est-à-dire que tu proposes qu'une partie du bataillon meure pour que l'autre partie survive ? Je propose de sauver le maximum de vies avec les ressources disponibles. » Gromov regarda longtemps le jeune médecin. « Non, dit-il enfin. C'est incorrect, mais c'est la seule façon. » Ce n'est pas la seule façon. Et même si c'était la seule, je ne ferais pas ainsi. Je ne choisirais pas qui mérite de vivre et qui ne le mérite pas. Je ne regarderai pas un soldat dans les yeux en disant « Excuse-moi frère, mais tu recevras la moitié de la portion, parce que tu es un simple tireur et non un commandant de peloton. Mais si nous nourrissons tout le monde également, tous mourront. Alors, tous mourront également. Honnêtement. » Orlov se leva. « Vous vous trompez, Starshine. »« Peut-être, mais je ne pourrai pas vivre après, sachant que j'ai condamné des gens à mort par mon choix. » Le médecin sortit. Gromov resta à nouveau seul. Il pensait aux paroles d'Orlov. Il comprenait la logique du jeune médecin. Du point de vue d'un calcul froid, c'était correct. Sacrifier une partie pour le tout. Logique militaire. Mais Gromov avait nourri des gens toute sa vie. Il croyait en une vérité simple. Chaque personne a droit à sa portion. Chaque personne est égale devant un morceau de pain. Il se leva et sortit de l'abri. La nuit était claire, glaciale. Au-dessus de la toundra brillait l'aurore boréale. Des vagues vertes et bleues de lumière ondulaient dans le ciel. Il faisait très froid. Gromov respira profondément, l'air glacé. Il se dirigea vers l'abri d'entrepôt, ouvrit la porte, alluma la lampe à pétrole, regarda les sacs de farine, les caisses de conserve, les barriques de poissons, 14 sacs, 7 caisses, 3 barriques. Et là, il eut une révélation. Gromov se tenait dans l'abri d'entrepôt et regardait les sacs de farine, 14 sacs, 700 kg. Selon les normes de l'armée, chaque combattant devait recevoir 800 grammes de pain par jour. Donc ces sacs devaient se transformer en pain. 700 kg de farine donnait environ 900 kg de pain. 900 kg de pain pour 412 personnes pendant 30 jours. 72 grammes de pain par personne par jour. C'était la mort. Mais et si on ne cuisait pas le pain ? Cette pensée vint soudainement, comme un éclair de lumière dans l'obscurité. Gromov se figea. Quand on cuit le pain, une grande partie de l'eau s'évapore. 1 kg de farine se transforme en 1 kg 300 g de pain. Mais on perd du poids, on perd du volume. Et si on ne cuisait pas, mais qu'on faisait bouillir ? Il se souvint de 1933, l'hiver de famine à Sverdlovsk. À l'époque, il cuisait des soupes de farine en l'ajoutant à l'eau bouillante avec une petite quantité de légumes ou d'os. La farine gonflait, absorbait l'eau, augmentait de volume de 3-4, parfois 5 fois. D'un kilogramme de farine, on obtenait 4-5 kg de bouillie épaisse. Si on fait bouillir la farine au lieu de cuire le pain, on peut augmenter le volume de nourriture près de 3 à 4 fois. Mais ce n'était que le début.
Gromov s'approcha des barriques de poisson salé, en ouvrit une. Le poisson était très fortement salé. Les morceaux gisaient dans une saumure épaisse. Un tel poisson devait être trempé avant la préparation, sinon il était incomestiblement salé. Habituellement, on jetait l'eau de trempage. Mais et si on ne la jetait pas? Dans cette eau restait le sel, les graisses dissoutes du poisson, des particules de protéines de poisson. Si on utilise cette eau pour cuire la farine, on peut ajouter du goût et de la valeur nutritive à la bouillie insipide. Et le poisson lui-même peut être divisé en morceaux minuscules et ajouté aussi à la marmite commune. Gromov prit la lampe à pétrole et continua dans l'entrepôt. Il s'arrêta près des caisses de conserve, ouvrit une boîte. À l'intérieur, il y avait environ 350 grammes de viande et environ 50 grammes de graisse sur le dessus. Habituellement, cette graisse était considérée comme la partie la plus précieuse. On la distribuait séparément, ou on l'utilisait pour frire. Mais et si on utilisait cette graisse autrement? La graisse peut être fondue et ajoutée à l'eau bouillante avant de verser la farine. La graisse enrobe les particules de farine, rend la bouillie plus calorique, donne une sensation de satiété. De 50 grammes de graisse, mélangée dans une grande marmite d'eau avec de la farine, on peut obtenir l'illusion d'une nourriture grasse et nutritive pour 100-150 personnes. Gromov sentit comment dans sa tête commençait à se former un système. Il revint au sac de farine, s'accroupit, prit une poignée de farine, la frotta entre ses doigts. La farine était de mouture grossière avec des particules de son. Le son est l'enveloppe du grain, qui contient le plus de vitamines et de fibres. Habituellement, le son, dans la farine de l'armée, était considéré comme un défaut. Le pain de cette farine était sombre, grossier, rassit vite. Mais pour la cuisson, cette farine était idéale. Le son gonflait dans l'eau plus fort que la farine pure. Il donnait du volume, il donnait une sensation de remplissage de l'estomac. Gromov se leva. Ses pensées s'accéléraient. L'eau, tout dépendait de l'eau. Dans la toundra, il n'y avait pas de problème d'eau. On pouvait faire fondre la neige. L'eau ne coûtait rien. Il y avait autant d'eau qu'on voulait. Et si on utilisait l'eau comme ingrédient principal et les produits seulement comme additifs, donnant à l'eau valeur nutritive et goût, il commença à compter d'une nouvelle manière. 700 kg de farine. Si on la fait bouillir dans la proportion 1 à 4, 1 kg de farine pour 4 litres d'eau, on obtient 2800 litres de bouillie épaisse. C'est environ 70 litres par jour pour tout le bataillon. 1170 grammes de bouillie par personne. Peu, mais ce n'est que la farine. 45 kg de poisson salé. Si on trempe le poisson et qu'on utilise l'eau pour la cuisson, chaque kilogramme de poisson donnera 1 litre de bouillon de poisson. 45 litres de bouillon concentré. Si on le dilue avec de l'eau, dans la proportion 1 à 10, on obtiendra 450 litres de bouillon liquide. 11 litres par jour. Le poisson lui-même peut être défait en fibres et ajouté petit à petit à la bouillie, environ 10 grammes par portion. 6720 grammes de conserve de viande. La viande peut être hachée à l'état de chair et bouillie dans une grande quantité d'eau, obtenant un bouillon de viande. D'un kilogramme de viande, bouillie dans 10 litres d'eau, on obtient 10 litres de bouillon faible mais carné, 67 litres de bouillon par mois, 2 litres par jour pour tout le bataillon. Et la graisse des conserves, environ 800 grammes de graisse pure, peut être utilisée pour donner de la valeur calorique au bouilli. 27 grammes de graisse par jour pour tout le bataillon. Si on la mélange dans une grande marmite, cela donnera du goût et de la valeur nutritive. Gromov notait fébrilement les calculs dans son cahier, mais ce n'était quand même pas suffisant. Même avec un tel étirement des produits, la valeur calorique restait critiquement basse. 400-500 calories par jour au lieu des 3200 nécessaires. Il marchait dans l'entrepôt, essayant de trouver quelque chose d'autre. Il regardait les sacs vides de pommes de terre, les barriques, les caisses en bois, et soudain il vit ce qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Dans le coin de l'abri se trouvaient 3 grandes barriques vides. Elles contenaient auparavant du chou fermenté. Les dernières réserves s'étaient terminées une semaine auparavant. Gromov s'approcha des barriques, renifla. L'odeur aigrelette de fermentation se sentait encore. Et là, il eut la révélation finale. La fermentation. Quand on fait fermenter le chou, les bactéries décomposent les sucres dans le chou et les transforment en acide lactique. Le chou devient ainsi non seulement savoureux, mais aussi plus nutritif. Les vitamines sont préservées.
de nouveaux composés apparaissent qui aident l'organisme à assimiler la nourriture. Et si on fermentait la farine? Gromov savait que c'était possible. Il avait entendu parler par de vieux cuisiniers du levain, quand on mélangeait la farine avec de l'eau et qu'on laissait fermenter plusieurs jours. On obtenait une masse acide qu'on utilisait ensuite pour la cuisson du pain. Le pain au levain était plus nutritif et mieux assimilé par l'organisme, mais il n'avait jamais essayé de faire fermenter la farine non pour le pain, mais pour la consommation directe. Et si on pétrissait une pâte liquide de farine et d'eau? Y ajouter un peu de vieille saumure de chou, où restent encore des bactéries, et laisser fermenter dans un endroit chaud. Après 2-3 jours, on obtiendra une masse acide fermentée. Elle sera peu savoureuse, mais on pourra la diluer avec de l'eau, ajouter un peu de bouillon de poisson ou de viande, salée, et cela ressemblera à une soupe acide. De plus, lors de la fermentation, le volume de la masse augmentera. Les bactéries dégagent du gaz, la pâte lève, devient poreuse, aérienne. D'un kilogramme de farine, on peut obtenir non pas 4, mais 5-6 kg de masse fermentée. Et le plus important, la farine fermentée est mieux assimilée par l'organisme que simplement bouillie. Les bactéries décomposent partiellement l'amidon, le rendent plus accessible à la digestion. Avec la même quantité de farine, l'organisme recevra plus de calories de la fermentée que de la simplement bouillie. Gromov s'assit sur un sac de farine et commença à établir un nouveau plan. Jour 1, 2. Commencer à fermenter une partie de la farine. Prendre 50 kg de farine, mélanger avec de l'eau dans la proportion 1 à 2. Ajouter la vieille saumure de chou. Mettre à fermenter dans un endroit chaud près du poêle. Jour 3. La masse fermentée sera prête. La diviser en 30 portions de 5 kg par jour. Chaque jour faire bouillir une portion de masse fermentée dans une grande quantité d'eau en ajoutant un peu de bouillon de poisson ou de viande. En parallèle, tous les 2 jours, mettre une nouvelle portion de farine à fermenter pour que le processus soit continu. Tremper le poisson en petites portions de 2 kg une fois tous les 3 jours. Utiliser l'eau après trempage pour la cuisson de la bouillie. Défaire le poisson lui-même en petites fibres et ajouter à la bouillie petit à petit, littéralement quelques grammes par portion, mais de façon que chacun sente le goût du poisson. Ouvrir les conserves à raison d'une boîte par jour, retirer la graisse et la faire fondre, l'ajouter à la marmite commune avec la bouillie. Faire bouillir la viande dans une grande quantité d'eau, obtenant un bouillon. Ajouter la chair de viande elle-même à la bouillie, symboliquement à raison de quelques grammes, par portion, mais en répartissant uniformément dans toute la marmite. Faire bouillir la céréale séparément une fois tous les 3 jours, en la donnant aux combattants au petit déjeuner, au lieu de la bouillie de farine. L'alternance de différents types de nourriture est importante. Elle crée l'illusion de variété, aide psychologiquement. Dissoudre le sucre dans l'eau chaude, donner aux combattants une gorgée de thé sucré une fois par jour. Le sucre, ce sont des glucides rapides, énergie pure. Même quelques grammes de sucre donnent à l'organisme un coup de fouet, aident à tenir. Le plus important, la température de la nourriture. Dans des conditions de froid, la nourriture chaude est vitalement importante. Elle réchauffe l'organisme de l'intérieur, aide à maintenir la température corporelle. Même si la portion est petite et liquide, mais qu'elle est chaude, cela donne déjà des forces. Gromov recalcula tout. Avec une telle méthode, de 700 kg de farine, en utilisant le levain et les bonnes proportions d'eau, on peut obtenir 4200 kg de nourriture prête, 140 kg par jour, 340 g par personne. C'est une bouillie liquide, mais rassasiante. Plus le bouillon de poisson et les morceaux de poisson. Encore 50 g de liquide avec protéines par personne par jour. Plus le bouillon de viande, encore 30 g. Plus une portion de céréales une fois tous les 3 jours, 60 g de bouillie cuite. Plus une gorgée de thé sucré une fois par jour, la valeur calorique totale montait à 700-800 calories par jour. C'était encore 4 fois moins que la norme, mais c'était au seuil de la survie. Avec une telle valeur calorique, les gens s'affaibliront, perdront du poids, mais ils ne mourront pas de faim en 1 mois. De plus, en utilisant le levain et le bon mélange de produits, on pouvait améliorer l'assimilation des substances nutritives. L'organisme recevra plus de chaque gramme de nourriture. Mais il y avait encore un problème, les vitamines. Lors d'une alimentation prolongée uniquement de farine et de conserve, commence le scorbut. Les gencives saignent, les dents tombent, les vieilles blessures s'ouvrent, la faiblesse apparaît. Le scorbut peut tuer un homme plus vite que la faim.
Il fallait une source de vitamine C. Gromov sortit de l'abri et regarda la toundra éclairée par l'aurore boréale. Neige, glace, arbrisseaux bas, pierre. « Attendez, arbrisseaux !» Il se souvint de ce qu'il avait vu en hiver dans l'Oural. Bouleaux nains, saules, arbrisseaux. Même en hiver, sur leurs branches restaient des bourgeons contenant un peu de vitamine C. Les vieillards dans les villages infusaient les branches et buvaient comme du thé pendant les hivers de famine. Ici, dans la toundra, poussaient aussi le bouleau nain et le saule polaire, arbrisseaux bas presque rampants au sol. Maintenant, ils étaient recouverts de neige, mais on pouvait les déterrer. Les jeunes branches et bourgeons pouvaient être infusés dans l'eau bouillante, obtenant une décoction amère. Dans cette décoction, il y avait un peu de vitamine C, peut-être suffisamment pour prévenir le scorbut. Gromov retourna dans l'abri et ajouta le dernier point de son plan. Organiser la collecte quotidienne de branches de bouleau, nains et de saules, les infuser dans l'eau bouillante, donner aux combattants une tasse de décoction une fois par jour. Cela préviendra le scorbut. Il regarda les pages noircies du cahier. Le plan était prêt, maintenant il fallait le réaliser. Gromov regarda sa montre. 00h30. Dans 3 heures, il fallait préparer le petit déjeuner pour le bataillon. Il ne restait pas de temps pour dormir. Il sortit de l'entrepôt et se dirigea vers l'abri du commandement. Il frappa. De l'intérieur, une voix se fit entendre. « Entrez !» Le major Bespalov était assis à la table avec une carte. Il ne dormait pas. Sur la table brûlait une lampe à pétrole. À côté se trouvait une tasse de thé inachevée. « Camarade major !» dit Gromov. « J'ai trouvé la solution. » Bespalov leva la tête. « Racontez. » Gromov posa sur la table son cahier avec les calculs, commença à expliquer, parla du levain, des proportions d'eau, de l'utilisation multiple de chaque ingrédient, de la décoction vitaminée de branches. Bespalov écoutait en silence, jetant de temps en temps un coup d'œil au cahier. Quand Gromov termina, le major regarda longtemps les chiffres. « 800 calories par jour, dit-il enfin. C'est très peu. C'est 4 fois moins que la norme, acquiesça Gromov. Mais c'est au seuil de la survie. Les gens tiendront 1 mois. Vous êtes sûr ? Et j'ai vu comment des gens survivaient avec de telles rations en 33, camarade major. Ils s'affaiblissaient, perdaient du poids, mais survivaient. L'essentiel, c'est la bonne répartition des produits, une alimentation régulière, de la nourriture chaude 3 fois par jour. Bespalov hocha la tête. Bien, je vous donne pleine liberté d'action, Starshine. Faites ce que vous jugez nécessaire. Ce que vous jugez, j'ai besoin d'hommes, pas d'ordre. Si vous dites que cela marchera, je vous crois. J'aurai besoin d'aide, camarade major. Laquelle ? Il faut organiser la collecte de branches. Une dizaine de combattants chaque jour devront creuser la neige, ramasser les branches de bouleau nains et de saules, les apporter à la cuisine. Ce sera fait. Il faut un endroit pour faire fermenter la farine. 3 grands tonneaux, il faut les garder au chaud près du poêle. Utilisez n'importe quelle pièce nécessaire. Et encore une chose, camarade commandant. Il faut expliquer aux combattants ce qui se passe. S'ils ne comprennent pas pourquoi la nourriture est si liquide et si acide, ils peuvent commencer à grogner. Il faut qu'ils sachent, ce n'est pas parce que nous économisons sur eux, c'est parce que nous essayons de sauver leur vie. Bespalov se leva. Je rassemblerai tout le monde ce matin après le petit déjeuner, j'expliquerai la situation. Je pense qu'ils comprendront. Mes combattants ne sont pas des enfants. Ils savent déjà ce qu'est la guerre. Merci, camarade commandant. Gromov retourna à la cuisine, commença le travail immédiatement. D'abord, il prépara le levain, prit 50 kg de farine, versa dans un grand tonneau en bois, ajouta 100 litres d'eau, tiède, pas chaude, environ 35-40 degrés, pour ne pas tuer les bactéries. Mélangea avec un long agitateur en bois jusqu'à masse homogène. Il obtint une pâte liquide, comme de la crème fraîche. Puis il alla vers les tonneaux de choucroute. Au fond de l'un d'eux restait encore de la saumure, peut-être 1,5 litre. Gromov versa toute cette saumure dans le tonneau avec la pâte, mélangea encore une fois, couvrit le tonneau d'un chiffon propre et le plaça près du poêle, où il faisait le plus chaud. Maintenant, il fallait attendre 2-3 jours, jusqu'au début de la fermentation. Ensuite, il commença à préparer le petit déjeuner. Prit 20 kg de farine, mélangea avec 80 litres d'eau, mis sur le feu, commença à faire cuire, en remuant constamment pour que ça ne brûle pas. Quand la bouillie bouillit et épaissit, il ajouta du sel.
puis prit 2 kg de poisson salé du petit tonneau. Le poisson était dur, imprégné de sel. Il le mit dans une grande bassine d'eau froide qu'il se dessale quelques heures. Ouvrit une boîte de conserve, retira la couche supérieure de graisse, environ 50 grammes, fit fondre la graisse dans une petite poêle et la versa dans la marmite avec la bouillie. Mélangea. La bouillie se mit à luire légèrement de la graisse. Une faible odeur de viande apparut. La viande elle-même de la boîte, il la coupa finement presque en hachis. Ajouta dans une autre marmite d'eau bouillante, environ 20 litres. Fit cuire une demi-heure, jusqu'à ce que l'eau devienne jaunâtre du bouillon de viande. Puis il filtra, versa le bouillon de retour dans la marmite et mit le hachis de viande de côté. On pourrait l'utiliser demain en l'ajoutant à la bouillie. À 6h30, les combattants commencèrent à venir chercher le petit déjeuner. Gromov servait la bouillie, liquide, pâle, avec de rares reflets de graisse à la surface. Les portions étaient petites, environ 300-350 grammes, mais la bouillie était chaude. Elle fumait dans l'air glacé. Le premier à s'approcher fut le sergent junior Kuznetsov. « Starchina, c'est quoi cette bouillie? C'est très liquide. »« C'est une nouvelle méthode, Vassili, » répondit Gromov. « Comme ça, la bouillie s'assimile mieux et réchauffe plus longtemps. » Kuznetsov hocha la tête, prit une écuelle, s'éloigna. Derrière lui vinrent les autres. Quand tous eurent reçu leur portion, apparut le commandant Bespalov. « Camarades combattants, dit-il fort, après le petit déjeuner, tout le monde se rassemble sur la place d'armes. Il faut expliquer la situation du ravitaillement. » Une demi-heure plus tard, tout le bataillon était rassemblé à l'appel du matin. 412 hommes se tenaient en rang, emmitouflés dans des bouchlattes ouatées, chapka à oreillettes, avec les fusils sur les épaules. Le gel était de moins 38 degrés, mais il n'y avait pas de vent, et se tenir debout était supportable. Bespalov s'avança. « Camarades combattants », commença-t-il. « Vous avez remarqué qu'hier et aujourd'hui, les portions étaient d'autant plus petites que d'habitude. Je dois expliquer pourquoi. Le convoi de ravitaillement n'est pas arrivé à temps. Les camions sont restés coincés dans la neige. Une partie de la cargaison est perdue. Le prochain convoi n'arrivera pas avant 1 mois. » Un murmure parcourut les rangs. « Nous avons des réserves de nourriture pour 6 jours, selon les rations normales, » continua Bespalov. « Mais nous devons tenir 30 jours. C'est pourquoi le Starchina Gromov a développé une méthode spéciale pour étirer les provisions. À partir d'aujourd'hui, nous passons à un nouveau régime alimentaire. Les portions seront plus petites, la nourriture sera liquide, mais vous recevrez de la nourriture chaude 3 fois par jour. Gromov a tout calculé pour que nous survivions jusqu'à l'arrivée du convoi. » Bespalov fit une pause, regardant les rangs. « Je ne vais pas vous mentir, ce sera dur. Vous aurez faim, mais nous tiendrons. Ce n'est pas notre premier mois dans cette guerre. Nous avons survécu au combat près de Mourmansk. Nous avons tenu la défense quand les Allemands attaquaient de tous côtés. Nous avons perdu des camarades, mais nous ne nous sommes pas retirés. Et maintenant, nous ne reculerons pas devant la faim. Nous tiendrons ici 1 mois. Nous attendrons le convoi. Nous accomplirons la mission. » Il leva la main. Des questions. Des rangs sortit un combattant âgé, le soldat Trofimov, 48 ans, appelé de la réserve. Avant la guerre, il travaillait comme bûcheron dans la région d'Arkhangelsk. « Camarade commandant, et si le convoi n'arrive pas dans 1 mois, quoi alors ?»« Il arrivera, » dit fermement Bespalov. « Le régiment ne nous abandonnera pas. Et s'il reste coincé encore, ou si quelque chose arrive... » Bespalov regarda Trofimov. « Alors nous chercherons d'autres moyens, mais n'anticipons pas. Maintenant la tâche est de tenir 1 mois. Une tâche, un délai. Nous y arriverons. Nous y arriverons, camarade commandant. » Résonna des rangs. Repos. Retournez à vos postes. Le bataillon se dispersa. Gromov retourna à la cuisine, commença à préparer le déjeuner. Les 3 premiers jours furent les plus difficiles. Les combattants n'étaient pas habitués à la nourriture liquide. Ils voulaient du pain, dense, lourd, qu'on peut tenir dans la main, cassé morceau par morceau. La bouillie liquide leur semblait pas de la nourriture, mais de l'eau avec de la farine. Gromov entendait des conversations mécontentes, voyait comment certains combattants, ayant reçu leur portion, grimaçaient, mais mangeaient en silence, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Voyait comment ils sortaient dire du réfectoire, s'essuyant les lèvres.
encore affamé. Le deuxième jour vint le voir le commandant du 3e peloton, le lieutenant Pavel Nikolaïevitch Sokolov, 26 ans, professeur de mathématiques de Vologda avant la guerre. Au front 7 mois, 2 fois blessé. « Starchina, dit Sokolov, mes combattants se plaignent. Ils disent qu'ils ne se rassasient pas. Certains demandent élargissement du rab. Il n'y a pas de rab, camarade lieutenant, répondit Gromov. Chacun reçoit exactement ce qui est calculé. Si je donne à quelqu'un plus, les autres auront moins. Je comprends, mais que leur dire? Dites que dans un jour, ce sera plus facile. L'organisme s'habituera au nouveau régime. Les premiers jours sont toujours plus durs. Sokolov hocha la tête et partit. Mais Gromov savait que le problème n'était pas seulement l'habitude. Le problème était que 800 calories, c'est vraiment très peu. Surtout pour des gens qui font le service de garde dans le froid. Creusent des sojas, des tranchées, portent des munitions. Le 3e jour, le levain était prêt. Gromov ouvrit le tonneau et vit que la pâte liquide avait monté, était devenue poreuse, bulleuse. Il en émanait une odeur aigrelette, pas désagréable, semblable à l'odeur du kva ou de la bière fermentée. Il puisa un peu de levain, goûta, acide, légèrement râpeuse au goût, mais tout à fait comestible. Le levain avait réussi. Maintenant, il fallait en préparer de la bouillie. Gromov prit 5 kg de levain, ajouta 20 litres d'eau, mélangea, mit sur le feu. Quand le mélange bouillit, il se transforma en une épaisse bouillie fumante avec une odeur aigrelette. Il y ajouta l'eau du dessalage du poisson, environ 3 litres. L'eau était saumâtre, avec une odeur de poisson. La bouillie devint un peu plus liquide, mais acquit un goût de poisson. Puis, il ajouta un verre de bouillon de viande qu'il avait fait cuire hier, mélangea. La bouillie devint jaunâtre. Une faible odeur de viande apparut. À la fin, il ajouta des morceaux finement coupés de poisson dessalé, environ 2 grammes par portion, répartissant uniformément dans toute la marmite. Il obtint une bouillie chaude épaisse au goût aigre, avec une odeur de poisson et de viande, avec de rares fils blancs de chair de poisson. Il goûta. Pas bon, aigre, âpre, mais comestible et surtout nourrissant. Quand les combattants commencèrent à venir chercher le déjeuner, Gromov prévint. La bouillie est acide, c'est normal. Comme ça, elle s'assimile mieux. Le premier à s'approcher fut le sergent Kuznetsov, prit une écuelle, sentit, grimaça. C'est très acide, Starchina. Mange, Vassili, tu verras qu'elle rassasie. Kuznetsov puisa avec la cuillère, goûta. Son visage se tordit. C'était visiblement acide, mais il continua à manger. Pendant le déjeuner, Gromov observait les combattants. Elle rassasie. Kuznetsov puisa avec la cuillère, goûta. Son visage se tordit. C'était visiblement acide, mais il continua à manger. Pendant le déjeuner, Gromov observait les combattants. Beaucoup grimacèrent du goût acide, mais tous mangeaient. Personne ne laissa sa portion non mangée. 1 heure après le déjeuner, il rencontra Kuznetsov près de Sadugu. « Alors Vassili, rassasié ?» Kuznetsov réfléchit. « Tu sais, Starchina, c'est étrange. La bouillie était liquide, acide, pas bonne, mais je n'ai pas faim. D'habitude, après notre nouvelle ration, au bout d'1 heure, on a encore faim. Mais là, non. Comme si j'étais vraiment rassasié. » Gromov sourit. Le levain fonctionnait. La farine fermentée s'assimilait mieux, donnait plus de satiété que simplement bouillie. Le 4e jour, Gromov introduisit la décoction vitaminée. Il envoya 10 combattants ramasser des branches. Ils allèrent dans la toundra avec des pelles et des scies, creusèrent la neige, cherchèrent des arbustes sous la couverture neigeuse. Le soir, ils apportèrent un grand fagot de fines branches de bouleau nain et de saule polaire. Gromov prit les branches, les coupa finement avec un sécateur, les versa dans une grande marmite, versa de l'eau bouillante, fit cuire 1 heure. L'eau devint jaunâtre, avec un goût amer et une odeur d'écorce. Après le dîner, il versa cette décoction dans des tasses. Chaque combattant reçut une tasse de décoction chaude. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le soldat Trofimov. « Un thé vitaminé, répondit Gromov, contre le scorbut. Buvez chaque jour. Et quelle est son utilité? Les gencives ne saigneront pas. Les dents ne tomberont pas. Les blessures guériront. Voilà l'utilité. » Trofimov haussa les épaules, mais but. À la fin de la première semaine, Gromov voyait que son système fonctionnait. Les combattants s'étaient habitués à la nourriture liquide acide. Ils ne se plaignaient plus. Ils mangeaient simplement ce qu'on leur donnait, en silence, concentrés,
aspirant chaque goutte de l'écuelle. Ils commencèrent à faiblir, c'était visible. Les mouvements devinrent plus lents, les voix plus basses, les visages se creusèrent, sous les yeux apparurent des ombres. Mais ils ne tombaient pas. Ils continuaient à assurer le service, creuser les tranchées, nettoyer les armes. Le 8e jour survint la première épreuve. La nuit commença une tempête de neige. Le vent hurlait si fort que les dugous tremblèrent. La température chuta à moins 44 degrés. Dans de telles conditions, sortir dehors était mortellement dangereux. On pouvait avoir des gelures en 5 minutes. Mais il fallait relever la garde. On ne pouvait pas laisser les positions sans surveillance. Les Allemands pouvaient profiter de la tempête pour attaquer. Le matin, Gromov sortit vers la dugout du commandant. Bespalo se tenait à la sortie, regardait la tempête qui faisait rage. 4 heures dans un tel froid, dit le commandant. D'habitude, les combattants tiennent, mais maintenant, ils sont affaiblis. Je crains que quelqu'un ne tienne pas. Il faut leur donner de la nourriture chaude, toutes les heures, dit Gromov. Je ferai cuire la bouillie en petites portions. Les agents de liaison les porteront au poste. Dans la tempête, les agents de liaison vont geler eux-mêmes en route. J'irai moi-même, je ferai le tour de tous les postes. Je nourrirai les combattants. Bespalo regarda Gromov. Vous avez 41 ans, Starchina. Vous n'êtes pas un soldat de première ligne. Vous n'avez pas besoin de prendre des risques. Ce sont mes combattants, camarades commandants. Je les nourris, donc je suis responsable d'eux. Gromov retourna à la cuisine, fit cuire une grande marmite de bouillie liquide. Chaude, presque bouillante. Versa dans 10 gourdes. Enveloppa les gourdes dans des chiffons pour qu'elles ne refroidissent pas. Mit dans le sac à dos, enfila par-dessus la bouchelate encore une veste ouatée. Enroula son visage d'une écharpe, ne laissant qu'une fente pour les yeux. Tira la capuche, prit le sac à dos et sortit dans la tempête. Le vent le renversa dès la première seconde. Gromov tomba dans la neige, se releva avec peine, se courba et marcha, se tenant à la corde tendue d'une dugout à l'autre. Repère d'urgence en cas de tempête. Le premier poste se trouvait à 200 mètres de la cuisine. Gromov marcha 20 minutes, s'enfonçant dans la neige, luttant contre le vent, suffoquant du froid. Quand il atteignit le poste, ses mains et ses jambes étaient engourdies. Le poste était un abri de neige et de rondins, semblable à une petite caverne. À l'intérieur étaient assis 2 combattants, le soldat Sergueï Mikhailov et le soldat Nikolai Gorin, tous deux 22 ans, tous deux appelés à l'automne 1942. Ils étaient assis emmitouflés dans une couverture avec les fusils sur les genoux. Leurs visages étaient pâles, les lèvres bleues. « Starchina, dit Mikhailov étonné, que faites-vous ici ? Je vous ai apporté à manger. » Gromov sortit 2 gourdes. « Buvez, bouillie chaude. » Les combattants prirent les gourdes de mains tremblantes, ouvrirent, commencèrent à boire directement au goulot. La bouillie était encore chaude. Elle fumait dans l'air froid de l'abri. Gromov regardait comment ils buvaient, voyait comment la couleur revenait sur leur visage, voyait comment ils se réchauffèrent de l'intérieur. « Merci Starchina, dit Gorin. Sans ça, nous pensions qu'on allait geler. Tenez bon, les gars, dans 2 heures viendra la relève. » Gromov sortit de nouveau dans la tempête, alla au poste suivant. Il fit le tour de tous les 10 postes en 4 heures. Quand il revint à la cuisine, il tenait à peine debout. Les mains et le visage gelés, il ne sentait pas ses jambes. Il s'effondra sur le banc près du poêle et y resta assis 1 heure, jusqu'à reprendre ses esprits. Mais tous les combattants au poste restèrent d'actifs vivants. Personne ne gela. La bouillie chaude les sauva. Quand Bespalo l'apprit, il convoqua Gromov. « Vous êtes fou, Starchina, dit-il. Vous auriez pu mourir dans cette tempête. »« Mais je ne suis pas mort, camarade commandant. Je ne veux pas perdre mon cuisinier. Vous m'êtes nécessaire vivant. Mes combattants aussi me sont nécessaires vivants, camarade commandant. Je ne peux pas rester dans une dugout chaude quand ils gèlent au poste. » Bespalo se tut. « Je vous inscrirai pour une décoration, dit-il. Pour la médaille du courage. Vous l'avez mérité. Je n'ai pas besoin de médaille, camarade commandant. J'ai besoin que mes combattants survivent jusqu'à l'arrivée du convoi. » La 2e semaine fut plus difficile que la première. Les combattants continuaient à faiblir. Maintenant, c'était visible à l'œil nu. Les visages se creusèrent, les pommettes saillaient, les yeux s'enfoncèrent, la peau devint grise, se tendit sur les os, les mouvements ralentirent. Ce qui se faisait avant en 1 minute prenait maintenant 5 minutes.
Gromov voyait comment les combattants se levaient avec peine le matin, comment ils marchaient lentement vers la cuisine pour chercher la nourriture, comment ils mangeaient longtemps leurs portions, comme s'ils n'avaient pas la force de mâcher et d'avaler rapidement. Le 12e jour vint le voir l'infirmier Orlov. « Starchina, j'ai 3 hommes avec des signes de dystrophie. Grande faiblesse, vertige, œdèmes aux jambes. Je dois augmenter leur ration. » « Je ne peux pas, répondit Gromov. Si je donne plus à 3, les autres auront moins. Mais ces 3 peuvent mourir. Et si je prends à 400 pour donner à 3, alors quelqu'un de ces 400 peut mourir. Orlov serra les poings. Vous êtes aussi têtu que le premier jour. Je suis médecin. Je vous dis que ces gens ont besoin d'aide. Et moi, je suis cuisinier. Et je te dis que je n'ai pas plus de nourriture. Ils se tenaient, se regardant. Finalement, Orlov se retourna et sortit. Mais le soir, Gromov alla le voir à l'infirmerie. « Montre-moi ces 3, dit-il. Orlov montra 3 combattants gisaient sur les couchettes, couverts de couvertures. L'un d'eux, le soldat Fyodor Bitchkov, 38 ans de Tambov, travaillait avant la guerre comme charpentier. Servait dans le bataillon depuis décembre. Les 2 autres, de jeunes recrues, tous 2 20 ans. Gromov les regarda. Ils étaient assez maigres, faibles, mais les yeux encore vivants. « Écoute, Dmitri, dit doucement Gromov, je ne peux pas leur donner plus de nourriture, mais je peux la donner autrement. Au lieu de 3 fois par jour, 4 fois, en petites portions, mais plus souvent. Ça aidera, hocha la tête Orlov. Une alimentation fréquente s'assimile plus facilement par un organisme affaibli. Alors je leur apporterai séparément 4 fois par jour. La même portion totale, mais divisée en 4 parties. Merci, Starchina. » À partir de ce jour, Gromov commença à apporter aux combattants affaiblis la nourriture 4 fois par jour, le matin, à midi, le soir, et avant le coucher. Petite portion de 100 grammes de bouillie, mais régulièrement. Au bout de 3 jours, tous les 3 commencèrent à se rétablir. Bitchkov put même se lever et sortir dehors. Le 15e jour arriva au bataillon, un représentant de l'état-major du régiment. Le capitaine du service d'intendance, Leonid Petrovitch Smirnov, 42 ans, militaire de carrière, servait dans l'armée rouge depuis 1923. Il convoqua Bespalov et Gromov chez lui. « On m'a rapporté que votre bataillon est passé à une ration réduite, dit Smirnov. Je suis venu vérifier comment vous vous en sortez. »« Nous nous en sortons. »« Camarade capitaine, répondit Bespalov, montrez-moi la cuisine. » Ils allèrent à la cuisine. Smirnov inspecta tout, les fourneaux, les marmites, l'entrepôt de provisions, les tonneaux de levain. Il regardait dans chaque coin, notait quelque chose dans un carnet, posait des questions. « Qu'est-ce que ces tonneaux ?» demanda-t-il en désignant 3 grands tonneaux en bois près du fourneau. « Du levain, camarade capitaine, répondit Gromov. Je fais fermenter la farine avant la cuisson. Ainsi elle est mieux assimilée et donne plus de satiété. Du levain. » Smirnov ouvrit un tonneau, renifla. « Je n'ai jamais entendu parler d'une telle méthode dans une cuisine militaire. C'est ma méthode, camarade capitaine. Je l'ai développée moi-même. Et combien de temps faites-vous fermenter ? 2-3 jours. Et les proportions ? » Gromov montra son cahier avec les calculs. Smirnov étudia attentivement les notes, hochant la tête de temps en temps. « Intéressant, dit-il enfin. Très intéressant. Et la décoction vitaminée de branches, c'est aussi votre idée ? Oui, camarade capitaine. Et comment les combattants supportent-ils ce régime ? Ils faiblissent, je ne le cache pas. Mais ils tiennent. Pas un seul cas d'épuisement grave, pas un seul cas de scorbut. » Smirnov fit le tour de la cuisine encore une fois. « Combien de temps vous reste-t-il avant l'arrivée du convoi ? » « 15 jours, camarade capitaine. Et les provisions suffiront ? » « Elles suffiront, dit Gromov avec assurance. Selon mes calculs, il restera même une petite réserve. Smirnov hocha la tête. « Bien. Très bien, sergent-chef. Je rédigerai un rapport pour l'état-major de l'armée. Votre méthode mérite l'attention. Si elle fonctionne ici, elle peut fonctionner dans d'autres unités qui se trouvent dans une situation similaire. » Il se tourna vers Bespalov. « Major, votre cuisinier est un homme précieux. Prenez soin de lui. »« Je prends soin, camarade capitaine, » répondit Bespalov, dans la mesure où il se laisse protéger. Smirnov partit et 3 jours plus tard, un radiogramme arriva au bataillon. L'état-major de l'armée demande une description détaillée de la méthode du sergent-chef Gromov. Présenter un rapport détaillé avec calculs et recommandations. Gromov passa 3 soirées à tout noter dans un cahier propre.
Il décrivit en détail le processus de fermentation de la farine, les proportions d'eau, les méthodes de mélange des produits, l'utilisation de la décoction vitaminée. Il fournit des calculs précis des calories et de la distribution des portions. Il indiqua comment organiser le travail de la cuisine pour maintenir un cycle continu de fermentation. À la fin, il écrivit « Le principe principal, honnêteté et égalité. Chaque combattant doit recevoir exactement autant que tous les autres, du commandant de bataillon au simple tirailleur. Seulement, alors les hommes croiront qu'on ne les trompe pas et pourront supporter la faim. » Le rapport fut envoyé à l'état-major. Le 22e jour survint un événement qui aurait pu tout détruire. La nuit, quelqu'un s'introduisit dans l'entrepôt et vola un sac de farine. 50 kg. Gromov découvrit le vol le matin quand il vint préparer le petit déjeuner. Il recompta les sacs. Il en restait 7 au lieu de 8. Il le rapporta immédiatement à Bespalov. L'enquête commença. Bespalov interrogea tous ceux qui montaient dans la gare de la nuit près de l'entrepôt. Il demanda au commandant de section si quelqu'un n'était pas à sa place la nuit. Il inspecta toutes les casemates. On trouva le voleur vers le soir. C'était le soldat Yegor Lukianov, 34 ans, de Ryazan. Il travaillait avant la guerre au moulin. Enrôlé au printemps 1942. Il avait caché la farine dans sa casemate, sous les bas-flancs. Bespalov convoqua Lukianov pour un procès. Tout le bataillon fut rassemblé sur la place d'armes. « Soldat Lukianov, dit Bespalov, vous avez volé 50 kg de farine de l'entrepôt commun. C'est de la farine qui devait nourrir tout le bataillon. Vous avez volé de la nourriture à vos camarades, aux hommes qui se tiennent à vos côtés dans les rangs, aux hommes qui vous couvrent au combat. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Lukianov se tenait, la tête baissée. « J'avais faim, camarade major, dit-il doucement. Je ne pouvais plus supporter. Je pensais prendre un peu, pour me fortifier. » « Un peu ? Vous avez volé 50 kg. Ce n'est pas un peu. J'allais rendre. »« Silence, dit sèchement Bespalov. Pour vol dans l'entrepôt commun en temps de guerre, il y a le tribunal. Et pour vol de nourriture, quand tout le bataillon a faim, l'exécution. » Un silence de mort régna dans les rangs. Bespalov se tut. « Mais je ne vous livrerai pas au tribunal, dit-il finalement, parce que je comprends ce que la faim fait aux gens. Je ressens moi-même cette faim chaque jour. Nous la ressentons tous. Mais la plupart d'entre nous tiennent. La plupart comprennent que nous ne pouvons survivre qu'ensemble, si nous partageons tout équitablement. » Il se tourna vers les rangs. « Camarades combattants, si quelqu'un parmi vous pense qu'il peut prendre plus que ce qui lui est dû, oubliez-le. Nous survivrons seulement si nous restons honnêtes, si chacun reçoit sa portion et pas plus. Le sergent-chef Gromov a tout calculé jusqu'au dernier gramme. Si quelqu'un prend en trop, il en manquera à un autre, et cet autre peut mourir. » Il regarda de nouveau Lukianov. « Vous resterez dans les rangs, mais vous recevrez votre portion en dernier, après tous les autres, et vous regarderez dans les yeux chaque combattant qui reçoit de la nourriture avant vous, et vous vous souviendrez que vous avez essayé de leur prendre. » Lukianov hocha la tête. « Rompez. » Quand le bataillon se dispersa, Gromov s'approcha de Bespalov. « Merci, camarade major, dit-il. Vous avez bien agi. Vous pensez que j'aurais dû le livrer au tribunal ? Non, vous avez agi humainement. Mais en même temps, vous avez montré à tous que le vol est inacceptable. Et le sac de farine, il est toujours intact ? Intact. Lukianov n'a pas eu le temps de l'ouvrir. Je le remettrai dans les calculs. » Bespalov hocha la tête. « Bientôt la fin. Sergent-chef, encore 8 jours. Nous tiendrons, camarade-major. » Le 25e jour, une commission de l'état-major de l'armée arriva au bataillon. 3 officiers, un colonel, un lieutenant-colonel de l'intendance et un médecin militaire. Ils vinrent étudier la méthode de Gromov. Le colonel Ivan Stepanovitch Kravtsov, 48 ans, militaire de carrière, avait combattu pendant la guerre civile. Grand, aux cheveux gris, avec un visage sévère et des yeux perçants. Il inspecta la cuisine, goûta la nourriture, étudia les calculs de Gromov, puis convoqua Bespalov et Gromov dans la casemate de commandement. « Sergent-chef Gromov, dit le colonel, votre méthode fonctionne. C'est évident. Le bataillon est au bord de l'épuisement, mais tous sont vivants, tous sur pied, tous capables d'accomplir des tâches de combat. C'est un résultat unique. Merci, camarade colonel. L'état-major de l'armée a décidé de mettre en œuvre votre méthode dans toutes les unités opérant dans des conditions d'approvisionnement limitées. En premier lieu dans le Grand Nord.
où les problèmes d'approvisionnement sont particulièrement aigus. Kravtsov ouvrit un porte-document avec des documents. Nous avons préparé une instruction basée sur votre rapport. Elle sera envoyée à tous les régiments du front de Carélie. Chaque cuisinier militaire recevra une copie. Votre méthode de fermentation de la farine, de mélange des produits et de décoction vitaminée sera inscrite dans le règlement de campagne du service d'intendance. Il regarda Gromov. Vous comprenez ce que cela signifie ? Votre méthode peut sauver des milliers de vies non seulement dans votre bataillon, mais sur tout le front. Gromov se taisait. Il ne savait pas quoi dire. De plus, continua Kravtsov, le commandement de l'armée a décidé de vous récompenser. Proposition pour l'ordre de l'Étoile Rouge, pour le courage manifesté dans l'assurance de la capacité de combat de l'unité dans des conditions particulièrement difficiles. Camarade colonel, dit doucement Gromov, je faisais simplement mon travail. Je suis cuisinier, je nourris les gens, c'est mon devoir. Vous n'avez pas simplement nourri, objecta Kravtsov, vous avez sauvé. Il y a une différence. La commission partit le lendemain, et 2 jours plus tard, tôt le matin du 30 janvier 1943, la sentinelle au poste d'observation cria « Des véhicules! Je vois des véhicules !» Le convoi était arrivé. 6 camions gaz, triple A, entrèrent sur le territoire du bataillon à 8h30 du matin. Ils étaient remplis de sacs, de caisses, de tonneaux. Provisions, nourriture, salut. Les combattants sortirent des casemates, entourèrent les camions, se tenaient silencieux, regardant la cargaison. Certains pleuraient, doucement, sans cacher leurs larmes. Bespalov s'approcha de Gromov. « Félicitations aux sergents-chefs, nous avons réussi. »« Nous avons réussi, camarade-major. » Ils se serrèrent la main. Gromov organisa le déchargement. Les provisions furent entreposées. Maintenant, l'entrepôt était plein. Il y avait 10 fois plus de farine qu'un mois auparavant. De la viande en conserve, des céréales, du sucre, de l'huile, des conserves. Tout en abondance. Ce jour-là, Gromov prépara un vrai repas. Une soupe de pois épaisse avec de la viande, de la bouillie de millet avec du beurre, du pain, du vrai pain, solide, dense, parfumé. Même du thé avec du sucre, 3 morceaux par personne. Les combattants mangeaient lentement, prudemment. Leurs estomacs s'étaient déshabitués de la quantité normale de nourriture. Mais ils mangeaient avec délice, fermant les yeux, savourant chaque bouchée. Après le repas, le sergent Kuznetsov s'approcha de Gromov. « Sergent-chef, dit-il, je voulais dire, nous voulions tous dire merci, vous nous avez sauvés. Sans vous, la moitié du bataillon n'aurait pas vécu jusqu'à ce jour. Je vous ai simplement nourri, Vassili, répondit Gromov. Non, vous n'avez pas simplement nourri, vous avez imaginé comment nourrir 400 personnes avec ce qui aurait suffi pour 100. Ce n'est pas simplement de la cuisine, c'est un miracle. Gromov sourit. Aucun miracle, simplement les mathématiques, Vassili. Les mathématiques et un peu de ruse. Le soir, Gromov était assis dans sa casemate, regardant son vieux cahier avec les calculs. 30 jours, 412 personnes, 700 kg de farine. Ils avaient traversé tout cela sans une seule perte due à la faim. Il tourna les pages, se souvenant de chaque jour, se souvenant comment il avait développé la méthode, comment il avait fait fermenter la farine pour la première fois, comment il marchait dans la tempête, portant de la bouillie chaude au poste, comment il avait attrapé le voleur, comment il avait expliqué ses calculs à la commission. 30 jours qui avaient tout changé. Février 1943 apporta des changements. Après l'arrivée du convoi, le bataillon commença à se rétablir. Les combattants recevaient des portions normales 3 fois par jour. Gromov préparait de la nourriture complète, des soupes avec de la viande, des bouillies avec du beurre, du pain, du thé avec du sucre. Progressivement, les visages des combattants s'arrondissaient, les forces revenaient, les voix revenaient. Mais la mémoire des 30 jours de faim resta. Les combattants préservaient chaque miette de pain. Personne ne laissait de nourriture dans son assiette, personne ne se plaignait de la qualité de la nourriture. Ils savaient maintenant ce qu'était la vraie faim, et ils étaient reconnaissants pour chaque bol plein. Le 8 février, un officier du département politique de l'armée arriva au bataillon, le major Piotr Alexandrovitch Zouev, 39 ans, professeur d'histoire du parti avant la guerre, au front depuis l'été 1941. Il était venu enregistrer l'histoire du bataillon pour le journal de l'armée. Zouev passa 3 jours à discuter avec les combattants, les officiers, avec Gromov, noter leurs récits dans un épais cahier, photographier la cuisine, les tonneaux de levain, les marmites, l'entrepôt.
Ce n'est pas simplement une histoire de survie, dit-il à Gromov le dernier jour. C'est l'histoire de comment un homme simple, par son intelligence et son ingéniosité, a sauvé 400 vies. C'est ce dont nos gens ont besoin. C'est inspirant. Le 22 février, dans le journal de l'armée Pour la patrie, parut un grand article sous le titre « L'astuce du cuisinier soviétique a sauvé le bataillon de la mort par la faim dans la toundra ». L'article occupait une page entière avec des photographies de Gromov dans la cuisine, avec une description de sa méthode, avec des citations des combattants. L'article fut reproduit dans d'autres journaux du front. Puis le journal militaire central Étoile Rouge écrivit son propre article. Puis l'histoire parvint au magazine L'Armée Rouge. Le nom du sergent-chef Mikhail Stepanovitch Gromov devint connu dans toute l'armée. Mais l'essentiel n'était pas dans la gloire. L'essentiel était que sa méthode commença vraiment à être appliquée. À la mi-février, l'instruction sur la méthode de Gromov fut envoyée à tous les régiments du front de Carélie. Chaque cuisinier militaire reçut une brochure imprimée. 8 pages avec une description détaillée du processus de fermentation de la farine, des proportions de mélange, des méthodes de préparation de la décoction vitaminée. En mars, la méthode commença à être appliquée dans d'autres unités se trouvant dans des conditions difficiles d'approvisionnement. Un régiment de fusiliers encerclés dans la région du lac Topozero tint 23 jours sur des réserves calculées pour une semaine, utilisant la méthode de Gromov. Une compagnie de reconnaissance coupée des forces principales, au fond des lignes ennemies, survécut 18 jours avec des réserves minimales, appliquant la fermentation de la farine et la décoction vitaminée. En avril, la méthode fut officiellement incluse dans le manuel d'organisation de l'alimentation des troupes, en conditions de campagne. Document de base pour tous les intendants et cuisiniers militaires de l'Armée Rouge. La section s'intitulait « Organisation de l'alimentation en cas de pénurie critique de nourriture ». Méthode du sergent-chef Gromov. Le 15 mars 1943, un groupe de cuisiniers militaires d'autres unités arriva au bataillon, 12 personnes. Ils vinrent apprendre. Gromov leur donna un cours de 3 jours. Il montra comment fermenter correctement la farine, quelle température maintenir, combien de temps garder le levain, expliqua les proportions de mélange, démontra comment faire bouillir la bouillie pour qu'elle soit nutritive et rassasiante. Il enseigna à préparer la décoction vitaminée. Il raconta quelles branches pouvaient être utilisées, comment les infuser. Les cuisiniers notèrent chaque mot, posèrent des questions, prenèrent des notes. L'un d'eux, un vieux sergent-chef, Semyon Fyodorovitch Korolev, 52 ans, travaillait comme cuisinier dans l'armée depuis 23 ans, dit « Je nourris les gens depuis 30 ans, camarade sergent-chef. J'ai servi encore sous le tsar, puis pendant la guerre civile. Maintenant, voici cette guerre. Je pensais que je savais tout sur la cuisine, mais ce que vous avez montré, c'est un niveau complètement nouveau. Vous ne cuisinez pas simplement, vous créez de la nourriture à partir de presque rien. C'est un art. » « Ce n'est pas un art, objecta Gromov, c'est une nécessité. Quand les gens meurent de faim, tu cherches n'importe quel moyen de les nourrir. Voilà tout. Mais vous avez trouvé un moyen que personne n'avait imaginé avant vous, parce que personne ne s'était trouvé dans une telle situation, ou s'y était trouvé mais n'avait pas survécu pour le raconter. Les cuisiniers partirent, et une semaine plus tard, Gromov apprit que l'un d'eux, le sergent-chef Korolev, avait appliqué sa méthode dans son unité, bloqué sans approvisionnement pendant 20 jours. Tous survécurent. Puis vint une lettre d'un autre cuisinier, puis encore une autre, puis encore. À la fin du printemps, Gromov avait reçu 37 lettres de cuisiniers militaires de tout le front de Carélie. Ils le remerciaient, racontèrent comment ils avaient appliqué la méthode, partagèrent leurs améliorations et modifications. Quelqu'un ajoutait au levain des baies qu'il trouvait dans la toundra. Quelqu'un utilisait au lieu de branches de bouleau des aiguilles de pin pour la décoction vitaminée. Quelqu'un avait imaginé sa propre façon de conserver la chaleur dans la nourriture pour le transport vers des positions éloignées. La méthode vivait sa propre vie, se développait, se perfectionnait. Le 23 avril, le général-major Nikolai Ivanovitch Tcherbakov arriva au bataillon. Commandant de l'armée du front de Carélie, grand homme aux cheveux gris de 54 ans, militaire de carrière avec 30 ans de service. Tout le bataillon fut rassemblé pour une parade. Le général sortit devant les rangs. « Camarades combattants, dit-il fort, je suis venu récompenser un homme qui, par son intelligence et son travail, a sauvé non seulement votre bataillon, mais aussi des centaines d'autres soldats sur tout le front. Sergent-chef Gromov, sortez des rangs. »
Gromov sortit, se tint devant le général, se mit au garde-à-vous. Shcherbakov sortit un document du porte-document. Par décret du présidium du Soviet suprême de l'URSS, le sergent-chef Mikhail Stepanovitch Gromov est décoré de l'ordre de l'Étoile rouge pour le courage et l'abnégation, manifesté dans l'assurance de la capacité de combat des troupes dans des conditions de pénurie critique de nourriture, pour le développement d'une méthode d'alimentation ayant sauvé la vie de centaines de soldats soviétiques. Il épingla l'ordre sur la poitrine de Gromov, lui serra la main. « Merci à vous, sergent-chef, de ma part personnellement et de tous les combattants qui ont survécu grâce à votre méthode. » Le bataillon explosa en applaudissements. Les combattants criaient « Hurrah !» lançaient leurs chapeaux en l'air. Gromov se tenait avec l'ordre sur la poitrine, embarrassé, ne sachant où mettre ses mains. Après la parade, Shcherbakov invita Gromov et Bespalov dans son véhicule d'état-major. « Sergent-chef, dit le général, j'ai une proposition pour vous. Je veux que vous dirigiez des cours de formation de cuisiniers militaires pour tout le front de Carélie. Vous leur enseignerez votre méthode. Officiellement, systématiquement. Qu'en dites-vous » Gromov se tut. « Camarade général, je suis reconnaissant de votre proposition, mais je suis cuisinier de bataillon de ligne. Ma place est ici avec mes combattants. Ils se sont habitués à moi, je me suis habitué à eux. Mais au cours, vous pourrez former des centaines de cuisiniers. Ils iront dans différentes unités, formeront des milliers de soldats. Je comprends, mais si je pars, qui nourrira ces 412 hommes? Qui veillera à ce que chacun reçoive sa portion? Qui saura que le soldat Bitchkov a besoin de 4 repas par jour, en petites portions parce qu'il a l'estomac faible? Qui se souviendra que le sergent Kuznetsov ne mange pas de poisson parce qu'il est allergique? Shcherbakov sourit. « Je comprends, adjudant. Vous êtes fidèle à vos hommes. C'est une bonne qualité. Restez avec le bataillon, mais de temps en temps, nous vous enverrons des cuisiniers pour la formation. Vous n'êtes pas contre ? Pas contre, camarade général. » Gromov resta au bataillon. Le printemps fit place à l'été. L'offensive commença. Les troupes soviétiques, lentement, en combattant, repoussèrent les Allemands vers l'ouest. Le bataillon participa à 3 opérations offensives en juin, en août et en septembre. Ils perdirent 28 hommes tués, 54 blessés. Mais le bataillon tenait bon, accomplissait les tâches, avançait. Gromov les nourrissait chaque jour. Maintenant, l'approvisionnement était régulier, les convois arrivaient à temps. Mais Gromov continuait d'appliquer certains éléments de sa méthode. Il faisait fermenter une partie de la farine pour le pain, cuisait une décoction vitaminée d'herbes et de baies, surveillait strictement la distribution uniforme des portions. À l'automne 1943, le bataillon fut retiré du front pour réorganisation. 3 jours en train jusqu'à Leningrad, puis encore 2 jours jusqu'au centre d'entraînement près de Novgorod. Là, au centre d'entraînement, Gromov vit pour la première fois en 2 ans une ville non détruite par la guerre. Des rues propres, des maisons intactes, des magasins en activité, des gens en vêtements civils, des enfants jouant dans les cours. La vie paisible qui existait encore quelque part derrière la ligne de front. Au centre d'entraînement, le bataillon fut complété par des recrues, 180 hommes, la plupart très jeunes, 18 à 20 ans. Gromov regardait leurs visages frais, non marqués par la guerre, et se souvenait de ces combattants qui avaient traversé les 30 jours de famine dans la toundra. Beaucoup d'entre eux n'étaient plus là, morts dans les combats d'été. Décembre trouva le bataillon au centre d'entraînement. Ils se préparaient pour une nouvelle offensive prévue pour janvier 1944. Le 31 décembre, à la veille du Nouvel An, le commandant Bespalov entra dans la caserne. Il tenait un journal dans les mains. « Gromov, appela-t-il, viens ici. » Gromov s'approcha. Bespalov déplia le journal Étoile rouge du 29 décembre. Sur la 3e page, il y avait un grand article. Bilan de l'année. Les gens qui ont accompli un exploit en 1943. L'article énumérait des dizaines de noms. Commandants ayant percé la défense ennemie, aviateurs ayant abattu des dizaines d'avions, tankistes ayant détruit des colonnes de matériel, tireurs d'élite, partisans, éclaireurs. Et parmi eux se trouvait le nom de l'adjudant Mikhail Stepanovitch Gromov. L'adjudant Gromov, cuisinier de l'armée, a développé une méthode unique d'organisation de l'alimentation dans des conditions de pénurie critique de nourriture. Sa méthode a sauvé la vie de plus de 800 soldats soviétiques, se trouvant dans des conditions de longue absence d'approvisionnement. La méthode de Gromov a été intégrée dans les règlements de campagne de l'armée rouge et est appliquée dans toutes les armes.
Gromov lisait et ne croyait pas. 800 personnes. Il ne savait même pas que c'était autant. « Félicitations, adjudant, dit Bespalov. Vous êtes dedans l'histoire. » Janvier 1944 commença par une nouvelle offensive. Le bataillon fut transféré sur le front de Leningrad. La tâche était de briser le blocus de Leningrad, qui durait déjà 900 jours. Le 14 janvier, l'offensive commença. 10 jours de combats ininterrompus, préparation d'artillerie, attaque d'infanterie, par-dessus combat au corps à corps, le bataillon perdit la moitié de ses effectifs. Mais le 27 janvier, le blocus fut brisé. Gromov nourrissait les combattants sous les bombardements. Sa cuisine de campagne se trouvait à 300 mètres du front. Les obus explosaient à proximité, les éclats tintaient contre les marmites. Mais Gromov continuait à cuire la bouillie. Les combattants venaient, recevaient de la nourriture chaude, retournaient au combat. Pour la percée du blocus de Leningrad, tout le bataillon fut décoré. Gromov reçut la médaille pour mérite au combat. Au printemps 44, le bataillon participa à la libération de Novgorod. En été à la libération de Pskov, en automne ils entrèrent dans les pays baltes. À l'hiver 1944-45, de la composition initiale du bataillon, celui-là même qui avait eu faim dans la toundra, il restait 37 hommes. Les autres étaient morts, avaient été blessés, transférés dans d'autres unités. Gromov connaissait chacun de ces 37 par son nom. Le sergent Kuznetsov, maintenant sergent-chef, commandant de section. Le soldat Trofimov, maintenant sergent junior. Le soldat Bitchkov, qui avait failli mourir de dystrophie en bonne santé et robuste, se battait comme un lion. Ils étaient comme une famille, liés par la mémoire commune des 30 jours dans la toundra, quand ils avaient appris à partager le dernier morceau de pain équitablement et à apprécier chaque cuillère de bouillie. En janvier 45, le bataillon entra en Prusse orientale. Février, combat à Königsberg. Mars, progression vers Danzig. Avril, dernier combat en Poméranie. Le 9 mai 1945, la guerre se termina. Gromov vécut ce jour à la cuisine de campagne, comme d'habitude, préparant la bouillie pour le petit déjeuner. Quand la radio annonça la capitulation de l'Allemagne, il éteignit le fourneau, sortit de la cuisine, s'assit sur une souche et pleura. Il pleurait doucement, sans cacher ses larmes. Il pleurait pour les camarades qui n'avaient pas vécu jusqu'à ce jour, pour ces 412 combattants qu'il avait nourris dans la toundra, dont 37 avaient survécu jusqu'à la victoire, et tous ceux qu'il avait vus affamés, blessés, mourants. Kuznetsov s'approcha de lui, maintenant adjudant avec 3 ordres sur la poitrine. « Adjudant, dit-il doucement, nous avons survécu. »« Nous avons survécu, Vassili, répondit Gromov. Dieu merci, nous avons survécu. » Après la victoire, le bataillon fut dissous. La plupart furent démobilisés. On proposa à Gromov de rester dans l'armée en service permanent avec promotion au grade d'enseigne. Il refusa. « Je suis cuisinier, dit-il à l'officier du commissariat militaire. J'ai nourri les gens pendant la guerre parce que c'était nécessaire. Mais maintenant la guerre est finie. Je veux rentrer chez moi, auprès de ma famille. » Il fut démobilisé en juillet 1945. Gromov retourna à Sverdlovsk. Sa famille avait survécu. Sa femme Anna Ivanovna avait travaillé comme enseignante pendant toute la guerre. Sa fille Maria avait épousé un aviateur, vivait à Tcheliabinsk. Sa fille Ekaterina étudiait à l'Institut de médecine. Son fils Piotr servait dans la marine, revint en août. La maison avait survécu. Le quartier n'avait pas été bombardé. Sverdlovsk était loin du front. Gromov retourna à son ancien travail de directeur de la cantine de l'usine mécanique Vorovsky. L'usine fonctionnait à pleine capacité, produisait des chars et du matériel militaire. Maintenant, il commençait à passer à la production civile. La cantine aussi avait survécu. Les mêmes fourneaux, les mêmes marmites, les mêmes longues tables pour 750 places. Gromov revint et eut l'impression de ne pas être parti, comme si les 4 années de guerre avaient été un rêve étrange. Mais ce n'était pas un rêve. L'ordre de l'Étoile rouge et la médaille pour mérite au combat sur sa poitrine le lui rappelaient chaque jour. Il recommença à nourrir les ouvriers. 3 équipes, par jour, 3000 personnes. Il cuisait des soupes, des bouillies, faisait du pain. Mais maintenant, tout était différent. Il y avait assez de produits. On pouvait préparer une nourriture complète et nourrissante. Cependant, Gromov continuait d'utiliser certaines méthodes développées dans la toundra. Il faisait fermenter une partie de la farine pour le pain. Le pain devenait plus savoureux et nutritif.
Il cuisait des bouillons d'eau 3 fois, extrayant le maximum de nutriments. Il ajoutait au thé des herbes riches en vitamines. Les ouvriers disaient que chez Gromov, c'était la meilleure nourriture de la ville. En novembre 1945, un homme inconnu en uniforme militaire entra dans sa cantine, un colonel de l'intendance d'environ 50 ans. « L'adjudant Gromov » demanda-t-il. « Je ne suis plus adjudant », sourit Gromov. « Je suis maintenant simplement Mikhail Stepanovitch, directeur de cantine. »« Pour moi, vous serez toujours l'adjudant Gromov, » dit le colonel. « Je suis le colonel Smirnov. Nous nous sommes rencontrés en 1943 quand je suis venu dans votre bataillon. » Gromov se souvint, ce même capitaine de l'intendance qui avait été le premier à voir sa méthode et à rédiger un rapport pour l'état-major de l'armée. « Bien sûr, camarade colonel, je me souviens. Entrez, s'il vous plaît. Je vous offre le déjeuner. » Ils s'assirent dans un coin de la cantine. Gromov apporta du borsch, de la bouillie de sarrasin, du pain, de la compote. « Je suis venu pour 2 raisons, dit Smirnov. Premièrement, vous remercier personnellement. Votre méthode n'a pas sauvé 800 personnes, comme l'écrivaient dans les journaux. Nous avons calculé selon les rapports 2000. 374 personnes. Ce sont des soldats qui ont survécu grâce à votre méthode dans différentes unités, dans différentes situations tout au long de la guerre. » Gromov se taisait, ne sachant que dire. « Deuxièmement, continua Smirnov, j'écris un livre, Organisation de l'approvisionnement des troupes pendant la Grande Guerre patriotique. Ce sera un manuel pour les académies d'épis militaires. Un chapitre entier est consacré à votre méthode. Je voudrais que vous vérifiiez le texte, que vous le complétiez si nécessaire. Je ne suis pas écrivain, camarade colonel. Pas besoin d'être écrivain. Regardez simplement et dites-moi si j'ai tout décrit correctement. » Smirnov sortit de sa sacoche un épais dossier avec un texte dactylographié. Gromov lut pendant plusieurs heures directement dans la cantine entre les équipes. Le texte était détaillé, précis, avec des chiffres, des schémas, des tableaux. Smirnov décrivait non seulement la méthode de Gromov, mais aussi d'autres cas d'ingéniosité de cuisiniers de l'armée pendant la guerre. Toute une section était consacrée à l'organisation de l'alimentation dans Leningrad assiégé, où les cuisiniers faisaient des miracles, préparant de la nourriture à partir de suur, de tourteaux, d'herbes. « Tout est correct, camarade colonel, » dit Gromov en rendant le dossier. « Une seule précision. Vous écrivez que j'ai développé la méthode seul. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai inventé la base, mais de nombreux cuisiniers l'ont ensuite améliorée, ont ajouté leurs trouvailles. C'était un travail collectif, mais vous avez été le premier. J'ai été le premier à me trouver dans une telle situation et à survivre pour raconter tout cela. » Smirnov sourit. « Vous êtes une personne très modeste, Mikhail Stepanovitch. C'est une qualité rare pour un héros. Je ne suis pas un héros, je faisais simplement mon travail. » Le livre de Smirnov sortit en 1947. Il devint le manuel standard pour toutes les académies militaires où l'on formait les intendants. Le chapitre sur la méthode de Gromov occupait 28 pages. Gromov reçut un exemplaire du livre avec une dédicace. À l'adjudant Gromov, l'homme qui a prouvé que l'intelligence et l'ingéniosité sauvent plus de vies que les armes. Avec profond respect, colonel Smirnov. La vie suivait son cours. Gromov travaillait à la cantine, nourrissait les ouvriers, rentrait chez lui auprès de sa famille. Le soir, il s'asseyait avec sa femme, il buvait du thé, parlait des enfants, des petits-enfants qui commençaient à apparaître. En 1950, Maria donna naissance à un fils. Ils l'appelèrent Mikhail, en l'honneur du grand-père. En 1952, Ekaterina donna naissance à une fille Anna. En 1954, Piotr eut un fils Stepan. Gromov était heureux. Il avait survécu à la guerre, était rentré chez lui, voyait grandir ses petits-enfants. C'était plus qu'il ne pouvait demander. Parfois, très rarement, des gens de l'armée venaient le voir, amener des cuisiniers en stage. Gromov leur montrait sa méthode, racontait des histoires, expliquait les principes. Une fois, en 1956, arriva un autobus entier, 30 cadets d'une école militaire, futurs officiers intendants. Gromov passa toute une journée avec eux, leur montrant comment faire fermenter la farine, comment cuire les bouillons, comment calculer les portions. Le soir, un des cadets, très jeune, 18 ans, demanda « Camarade Gromov, ne regrettiez-vous pas d'être resté coincé dans la toundra, de vous être retrouvé dans une telle situation ?» Gromov réfléchit. « Tu sais, garçon, dit-il,
Quand nous étions là-bas dans la toundra, affamés, gelants, je pensais chaque jour « Seigneur, quand cela finira-t-il » Je comptais les jours, les heures, les minutes. Je pensais que si je survivais, je ne voudrais jamais de ma vie me souvenir de ces 30 jours. Il se tut. Mais les années ont passé, et j'ai compris que ces 30 jours avaient été les plus importants de ma vie, parce que j'ai compris de quoi l'homme est capable quand des vies d'autres personnes dépendent de lui. J'ai compris que la vraie force n'est pas dans les muscles, ni dans les armes. La vraie force est dans l'esprit, dans l'ingéniosité, dans la capacité de trouver une solution quand il semble qu'il n'y en a pas. Et vous ne regrettez pas ? Non, je ne regrette pas, parce que j'ai sauvé mes camarades, parce que ma méthode a sauvé des milliers d'autres soldats, parce que j'ai fait ce que je devais faire, et cela vaut cher. En 1958, Gromov reçut la médaille, pour distinction au travail, pour 27 ans de travail irréprochable comme directeur de cantine. Lors de la cérémonie de remise de décoration au comité municipal du parti, le secrétaire dit « Mikhail Stepanovitch Gromov est un homme qui a également bien servi la patrie au front et à l'arrière. Au front, il sauvait les vies de soldats par son intelligence et son courage. À l'arrière, il nourrit les ouvriers qui construisent notre avenir. Nous avons beaucoup de telles personnes. Et c'est pourquoi nous avons gagné la guerre. Et c'est pourquoi nous construirons le communisme. » Gromov se tenait sur la scène avec la médaille dans les mains et pensait que la vie s'était bien arrangée. Il avait survécu à la guerre, il avait sauvé des gens, il était rentré chez lui. Il continuait à faire ce qu'il savait faire le mieux, nourrir les gens. Que faut-il de plus à un homme pour être heureux ? En 62, Gromov prit sa retraite. Il avait 60 ans. Il avait travaillé à l'usine 33 ans. On le raccompagna avec honneur. Toute la cantine se rassembla, on offrit des cadeaux, on prononça des discours. Le vieil ouvrier Ivan Petrovitch Sokolov, qui travaillait à l'usine depuis 40 ans et mangeait à la cantine de Gromov toutes ces années, dit « Mikhail Stepanovitch, vous m'avez nourri pendant 30 ans, j'ai mangé votre bouillie, votre bortsch, votre pain. Et pendant toutes ces années, pas une seule fois, vous entendez, pas une seule fois je n'ai eu de problème d'estomac, parce que vous cuisiniez non seulement avec goût, vous cuisiniez correctement, honnêtement, avec l'âme. Merci. » À la retraite, Gromov ne resta pas sans rien faire. Il venait souvent à la cantine, simplement pour regarder, parler avec les cuisiniers, donner un conseil. Il aidait sa femme à la maison, jouait avec ses petits-enfants, allait au parc, nourrissait les pigeons. Parfois, on l'invitait aux rencontres de vétérans. Il y allait, voyait là des visages familiers, ceux qui avaient combattu sur le front de Carélie. Le sergent Kuznetsov vivait maintenant à Moscou, travaillait comme ingénieur dans une usine. Le soldat Bitchkov était retourné à Tambov, travaillait comme charpentier, avait construit 3 maisons. Le soldat Trofimov était mort en 1954 d'une crise cardiaque. Des 37 hommes ayant survécu jusqu'à la fin de la guerre, en 1965, il en restait 23. Ils se réunissaient une fois par an, le 9 mai, buvaient à la victoire, buvaient aux camarades tombés, se souvenaient de la guerre. Et toujours quelqu'un disait « Tu te souviens, Mikhail Stepanovitch, comment nous avions faim dans la toundra? Comment tu nous nourrissais avec cette bouillie aigre? Seigneur, comme je râlais alors que la bouillie n'était pas bonne, et maintenant je comprends, tu nous as sauvé la vie. » Gromov souriait. « Ce n'est pas moi qui ai sauvé. Nous nous sommes tous sauvés mutuellement. Je cuisinais simplement, et vous enduriez, partagiez le dernier morceau, aidiez les faibles. Nous avons survécu parce que nous nous sommes tenus ensemble. » Les années passaient. Gromov vieillissait, se courbait, se voûtait, marchait avec une canne, mais les yeux restaient clairs, l'esprit vif, la mémoire solide. En 1970, pour le 25e anniversaire de la victoire, on l'invita à Moscou, au musée des forces armées. Là s'ouvrait une nouvelle exposition consacrée à l'arrière et à l'approvisionnement des troupes. Une salle entière était consacrée aux cuisiniers de l'armée. Sur les murs étaient accrochées des photographies de cuisine de campagne, de marmites, de cuisiniers au travail. Dans les vitrines se trouvaient des outils, des gamelles, des gourdes, des livres de recettes de l'armée. Et au centre de la salle se dressait un grand diorama, une cuisine dans un abri, dans la toundra, 3 tonneaux avec du levain, un adjudant près de la marmite, des soldats faisant la queue pour la nourriture. Sous le diorama, une plaque, cuisine de campagne de l'adjudant MS Gromov, hiver 1943, front de Carélie.
Gromov se tint devant ce diorama longtemps, en silence. Il regardait les figurines de soldats, les tonneaux, les marmites. Il se souvenait de ce matin de janvier, quand il se tenait devant 14 sacs de farine et comprenait que ce ne serait pas suffisant. Se souvenait comment il avait inventé la méthode, comment il faisait fermenter la farine, comment il marchait dans la tempête, portant la bouillie chaude au poste, comment il avait attrapé le voleur, comment il comptait les jours jusqu'à l'arrivée du convoi. Il se souvenait des visages des combattants, affamés, émaciés, mais pas brisés. Le directeur du musée, un colonel à la retraite, s'approcha de lui. « Mikhaïl Stepanovitch, dit-il, nous aimerions que vous laissiez au musée quelque chose de personnel. Peut-être votre cahier avec les calculs ou l'ordre ?» Gromov réfléchit. « L'ordre, je le laisserai aux petits-enfants. C'est une relique familiale. Et le cahier ? Oui, le cahier, je peux le donner. Il sera plus utile, au musée. » Il sortit de sa poche un vieux cahier usé, celui-là même dans lequel il faisait des calculs, l'hiver 43. Les pages avaient jauni, l'encre s'était décolorée, mais on pouvait encore lire les chiffres, les calculs, les proportions. « Prenez-le, dit-il. Que les gens voient, qu'ils sachent que la guerre, ce n'est pas seulement des chars et des canons. La guerre, c'est aussi la farine, l'eau, le sel, et la capacité de nourrir des gens affamés avec ce qui semble manquer. » Le cahier fut placé dans une vitrine à côté du diorama. La plaque indiquait « Cahier personnel du sergent-chef MS. Gromov avec les calculs des rations, janvier 1943. » Le soir de ce jour, à l'hôtel Moskva, où Gromov séjournait, vint le voir un correspondant du journal Izvestia, un jeune journaliste d'une trentaine d'années, avec un magnétophone et un carnet. « Mikhaïl Stepanovitch, dit-il. J'écris un article pour l'anniversaire de la victoire, sur les gens qui ont accompli un exploit silencieux, sur ceux qui sauvaient des vies non pas au combat, mais à l'arrière, dans les cuisines, dans les hôpitaux, dans les usines. Racontez votre histoire. » Gromov raconta pendant 3 heures. Le journaliste notait, posait parfois des questions de précision. À la fin, il demanda « Mikhaïl Stepanovitch, selon vous, pourquoi votre méthode a-t-elle fonctionné ? Pourquoi est-ce vous qui avez inventé ce que les professeurs des académies militaires n'ont pas inventé ?» Gromov resta silencieux. « Tu comprends, fiston, dit-il. Les professeurs pensent en théorie. Ils savent beaucoup. Ils sont intelligents, éduqués, mais ils ne se sont jamais tenus devant 4 soldats affamés et 14 sacs de farine. Ils n'ont jamais regardé dans les yeux un homme qui peut mourir de faim demain, si tu ne trouves pas comment le nourrir aujourd'hui. » Il se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda Moscou au crépuscule. Et moi j'étais là, et je savais que si je ne trouvais pas, il mourrait. Tous les 412 hommes, mes camarades, les gens avec qui je partageais la tranchée, avec qui je fumais dans le froid, avec qui je plaisantais au déjeuner. Et cela ne te donne pas le droit d'abandonner, cela oblige à penser, à chercher, à essayer. Parce que l'alternative, c'est la mort de ceux dont tu es responsable. Vous étiez responsable d'eux, vous êtes cuisinier, pas commandant. Chaque homme est responsable de ceux qui sont près de lui, répondit Gromov. Ce n'est pas un grade, pas un poste, c'est simplement la conscience humaine. Je les nourrissais, donc j'étais responsable qu'ils soient rassasiés. Et à la guerre, être rassasié signifie rester en vie. L'article parut le 9 mai 1970 en première page d'Izvestia. Le titre proclamait « L'exploit silencieux d'un cuisinier militaire ». Après cet article, Gromov commença à recevoir des lettres. Beaucoup de lettres, des dizaines, puis des centaines. Des vétérans écrivaient qui avaient entendu parler de sa méthode, mais ne l'avaient jamais rencontré personnellement. Les enfants et petits-enfants des soldats qui avaient survécu grâce à la méthode de Gromov écrivaient. Des cuisiniers militaires écrivaient, qui avaient servi dans différentes troupes, dans différentes armées. Une lettre venait du général-lieutenant en retraite Nikolai Pavlovitch Sokolov. Ce même lieutenant Sokolov, commandant du 3e peloton, avec qui Gromov avait parlé dans la toundra de la fin des combattants. « Cher Mikhaïl Stepanovitch, vous écrit votre vieille connaissance le lieutenant Sokolov, et maintenant général en retraite. J'ai lu l'article dans Izvestia, je me suis souvenu de nos jours dans la toundra. Je me suis rappelé comment vous expliquiez patiemment à mes combattants pourquoi la bouillie était acide, et pourquoi il fallait boire la décoction de branches. Je me suis rappelé comment vous alliez dans la tempête de neige.
portant la nourriture chaude au poste. Je veux vous dire merci non seulement de ma part, mais de la part de tous ceux qui étaient alors au bataillon. Vous nous avez sauvés. Vous nous avez appris la patience, la résilience, l'entraide. Ce fut une leçon que j'ai portée toute ma vie. Merci à vous, sergent-chef. Gromov répondit à chaque lettre, écrivait à la main, soigneusement, avec application, remerciait pour les mots gentils, racontait comment sa vie s'était déroulée, s'intéressait à la vie de ceux qui écrivaient. Ainsi, il correspondait avec des dizaines de personnes à travers tout le pays. Cela lui donnait la joie de savoir qu'on se souvenait de lui, qu'on l'appréciait, que ce qu'il avait fait avait de l'importance. En 1973, pour le 30e anniversaire de la bataille dans la toundra, à Sverdlovsk, arriva un groupe de vétérans de ce même bataillon. 12 hommes, tous ceux qui étaient encore en vie parmi ces 37. Ils se réunirent dans la maison de Gromov, s'assirent à table, burent du thé, se souvinrent. Le sergent-chef Kuznetsov, maintenant aux cheveux gris, au visage ridé, mais toujours vigoureux, dit « Mikhail Stepanovitch, nous avons décidé qu'il faut ériger un monument là-bas, dans la toundra où nous étions, un monument au bataillon et à vous personnellement, pour que les gens se souviennent. Pourquoi ai-je besoin d'un monument ?» s'étonna Gromov. « Je ne suis pas commandant, pas héros, je suis cuisinier. » Justement, vous êtes cuisinier, vous n'avez pas tué d'ennemis, vous avez sauvé des camarades, et c'est un autre type d'héroïsme. Silencieux, pas bruyant, mais non moins important. Ils discutèrent longtemps, finalement décidèrent d'ériger le monument. Simple, sans emphase, une pierre avec une plaque. Ici, l'hiver 1943, se tenait un bataillon qui survécut grâce au courage et à l'ingéniosité de ses camarades. Le monument fut érigé l'été 1974. Gromov ne put y aller. La santé ne le permettait déjà plus, mais les vétérans envoyèrent une photographie. Une pierre de granit grise sur fond de toundra. Modeste, simple, honnête. Comme tout ce que Gromov avait fait dans sa vie. Le 8 janvier 1978, à l'âge de 76 ans, Mikhail Stepanovitch Gromov mourut paisiblement dans son sommeil, sans souffrir, chez lui entouré de sa famille. Il fut enterré au cimetière municipal de Sverdlovsk. Aux funérailles vinrent des centaines de personnes. Ouvriers de l'usine où il avait travaillé, vétérans de guerre, anciens combattants du bataillon, cuisiniers militaires, simplement des gens qui le connaissaient et se souvenaient. Sur la pierre tombale fut écrit « Gromov Mikhail Stepanovitch, 1902-1978, vétéran de la Grande Guerre patriotique, chevalier de l'Ordre de l'Étoile Rouge, homme qui sauva des vies par son intelligence et son travail. » Après sa mort, au musée militaire de Moscou, fut créée une exposition permanente, la méthode de Gromov. Y furent exposés son cahier avec les calculs, des photographies, des copies d'ordre et d'instructions basées sur sa méthode, des lettres de vétérans. Chaque année, le 9 mai, des gens viennent à cette exposition, regardent le vieux cahier, les photographies jaunies, le diorama de la cuisine de campagne dans la toundra. Ils lisent l'histoire d'un simple cuisinier qui a trouvé comment nourrir 400 hommes avec 14 sacs de farine. Et chaque fois quelqu'un dit « Voilà le vrai héros ». Non pas celui qui a tué beaucoup d'ennemis, mais celui qui a sauvé beaucoup de camarades. En 1983, pour le 40e anniversaire des événements dans la toundra, la Société militaro-historique de l'URSS organisa une conférence « L'exploit silencieux, l'arrière et l'approvisionnement » des troupes pendant la Grande Guerre patriotique. Toute une section fut consacrée à la méthode de Gromov. Les historiens calculèrent les statistiques exactes. Pendant la guerre, la méthode de Gromov fut appliquée dans 127 cas de pénurie critique de nourriture. 3618 soldats survécurent, qui sans cette méthode, selon tous les calculs, auraient dû mourir de faim. 3618 vies. C'est plus que n'en a sauvé n'importe quel tireur d'élite en tuant des ennemis. C'est plus que n'en a sauvé n'importe quel pilote en abattant des avions. Ce sont simplement des vies préservées grâce à l'intelligence, l'ingéniosité et le travail d'un seul homme. La méthode de Gromov est encore enseignée dans les académies militaires. La section organisation de l'alimentation dans des conditions extrêmes du cours de formation des intendants militaires commence par l'histoire du sergent-chef Gromov. Les futurs officiers étudient ses calculs, ses proportions, ses principes. Ils apprennent à faire fermenter la farine, à préparer des bouillons concentrés,
à préparer des décoctions vitaminées, à répartir correctement les réserves limitées. Et chaque enseignant dit la même chose. Retenez l'essentiel. La méthode de Gromov ne concerne pas seulement la farine et l'eau. Elle concerne l'honnêteté, l'égalité, le fait que dans une situation critique, les gens ne survivent que lorsqu'ils restent ensemble et partagent le dernier morceau équitablement. C'est une leçon non seulement pour les cuisiniers, c'est une leçon pour tous. En 2005, à Yekaterinbourg, l'ancien Sverdlovsk fut ouvert le musée de la gloire du travail de la région de l'Oural. L'une des salles est consacrée aux gens qui ont apporté une contribution particulière à la victoire en travaillant à l'arrière. Il y a un stand sur Gromov, sa photographie en uniforme militaire avec l'ordre sur la poitrine, une copie de son cahier avec les calculs, des extraits de lettres de vétérans, des citations de l'article dans Izvestia, et surtout une grande plaque avec le texte. Mikhail Stepanovich Gromov 1009, 102 978. Cuisinier militaire qui développa une méthode unique d'organisation de l'alimentation dans des conditions de pénurie critique de nourriture. Sa méthode sauva la vie de plus de 3600 combattants soviétiques pendant les années de la Grande Guerre patriotique. La méthode de Gromov entra dans les règlements de campagne des forces armées de l'URSS et est appliquée jusqu'à aujourd'hui dans des conditions extrêmes. Mies Gromov prouva que le véritable héroïsme, ce n'est pas seulement le courage au combat, mais aussi l'intelligence, l'ingéniosité, le travail désintéressé au profit des camarades. Sa vie est un exemple de comment un homme se trouvant dans une situation critique peut changer le destin de milliers. Les petits-enfants de Gromov Mikhail, Anna et Stepan grandirent, firent des études, fondèrent leur propre famille. Ils eurent des enfants, ceux-ci eurent leurs propres enfants. En 2020, Mikhail Stepanovich Gromov avait 12 arrière-petits-enfants et 4 arrière-arrière-petits-enfants. Tous connaissent l'histoire de leur arrière-grand-père, savent comment il sauva des soldats dans la toundra, savent ce que signifie être honnête, ingénieux, responsable pour d'autres personnes. Chaque année le 9 mai, toute la famille se réunit, sort les vieilles photographies, lit les lettres des vétérans à Gromov qui sont précieusement conservées dans les archives familiales, se souvient. Et chaque fois, le petit-fils aîné, Mikhail Mikhailovitch, maintenant lui-même déjà grand-père, dit aux jeunes « Souvenez-vous, votre arrière-arrière-grand-père était un homme ordinaire. Il n'était pas général, n'était pas héros au sens traditionnel. Il était cuisinier. Mais quand le moment vint, quand des vies humaines dépendaient de lui, il ne perdit pas contenance. Il trouva la solution. Il sauva des milliers. Et cela fait de lui un véritable héros. L'histoire du sergent-chef Gromov n'est pas seulement une histoire de temps de guerre. C'est une histoire sur le fait que la vraie force d'un homme ne réside pas dans la puissance physique, pas dans les armes, pas dans une haute position. La vraie force réside dans l'esprit, qui ne se rend pas face à une tâche impossible, dans les mains qui continuent à travailler quand toutes les forces sont épuisées, dans le cœur qui souffre pour les camarades et ne peut se résoudre à l'idée qu'ils peuvent périr, dans la conscience qui ne permet pas de prendre pour soi plus que pour les autres, même quand personne ne voit, dans l'honnêteté qui partage le dernier morceau de pain également entre tous. Gromov vécut 76 ans, dont 4 années furent à la guerre. 30 jours de ces 4 années dans la toundra à la limite de la survie, inventant la méthode qui sauverait des milliers. 30 jours sur 76 ans. Mais c'est précisément ces 30 jours qui déterminèrent le sens de toute sa vie. C'est précisément pendant ces 30 jours qu'il comprit pourquoi il vivait. Pas pour lui-même, pour ceux qui sont prêts. Pour ceux qu'on peut sauver. Si on n'abandonne pas, si on pense, si on cherche, si on croit que la sortie existe toujours. Aujourd'hui, plus de 80 ans après ces événements, la méthode de Gromov est encore enseignée dans les académies militaires. Son nom est encore rappelé par les vétérans et les historiens. Son histoire inspire encore les gens, parce que cette histoire ne concerne pas la guerre. C'est une histoire sur l'humanité qui ne meurt pas même dans les conditions les plus inhumaines. Sur l'ingéniosité qui était plus forte que n'importe quelle arme. Sur le travail qui sauve plus de vies que les attaques héroïques. C'est une histoire sur le fait que chaque homme à sa place, accomplissant son travail, peut accomplir un exploit. Silencieux, discret, sans fanfare ni récompense, mais non moins grand pour autant. C'est l'histoire d'un simple cuisinier militaire qui apprit à nourrir 400 hommes avec 14 sacs de farine et qui, par là,
sauva non seulement eux, mais des milliers d'autres. C'est l'histoire du sergent-chef Mikhail Stepanovitch Gromov, homme qui prouva que le véritable héroïsme vit non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la cuisine de campagne. Non seulement dans les chars et les avions, mais aussi dans les marmites de bouillie et les tonneaux de levain. Homme qui montra que parfois l'intelligence et le travail sauvent plus de vies que la bravoure et les armes. Et c'est une leçon qu'il faut toujours se rappeler.